Bienvenue dans le dossier où chaque histoire dévoile une nouvelle énigme à résoudre. Rejoignez-nous pour découvrir Miss Marple et les funérailles au trotteau, une histoire créée par des fans pour célébrer le charme et le génie de la détective légendaire d'Agatha Christie. Nous serions ravis de vous compter parmi nous dans ce voyage palpitant. Partagez vos impressions, dites-nous d'où vous regardez et si vous repérez des erreurs, n'hésitez pas à nous les signaler. Vos commentaires nous aideront à vous proposer des mystères encore plus captivants. Chapitre 1. Le corps qui a sonné la cloche. La cloche de l'église sonna une fois, un son profond, retentissant et totalement inattendu. Ce n'était pas dimanche, ni l'un des modestes jours de fête du village. C'était, en fait, un mardi maussade, humide d'une pluie de début d'automne qui ruisselait des avant-toits de chaume de Saint. Aidan's on the Green. La plupart des villageois étaient encore dans leur cuisine, finissant leur thé ou tirant les rideaux pour se protéger du froid humide qui s'installait. Pourtant, du haut du clocher solitaire de Saint Jude, cette cloche singulière sonna, et sonna encore, 2 fois, avant de s'arrêter aussi brusquement qu'elle avait commencé. Miss Jane Marple, assise à la fenêtre de son salon, une chaussette à moitié tricotée sur les genoux, plissa les yeux derrière ses lunettes bleu pâle. Aucun sonneur n'était prévu, certainement pas à cette heure. Et seules quelques personnes possédaient des clés de la sacristie, sans parler de la tour. Elle déposa soigneusement son tricot sur la table basse et se leva avec la grâce experte d'une femme habituée aux interruptions discrètes. Lorsqu'elle arriva au cimetière, une petite marche de 10 minutes, canne dans une main et parapluie dans l'autre, une petite foule commença à se rassembler. Le révérend Prowse, aussi pâle que la brume qui s'accrochait au portail du cimetière, se tenait, raide, devant les portes ouvertes de l'église. Sa soutane était à moitié fermée, et son visage exprimait l'expression d'un homme qui avait vu quelque chose qu'il ne pouvait ni expliquer, ni oublier. « C'était le cordon de la cloche, Miss Marple », dit-il, tandis qu'elle s'approchait, la voix tendue par une peur contenue. « Quelque chose, ou quelqu'un, l'a tiré d'en haut. Je suis monté voir, pensant peut-être à un oiseau, ou à des enfants. » Son regard se porta vers la tour. « Et ?» demanda doucement Miss Marple en ajustant son châle. « Il y a un corps, Miss Marple, dans la chambre des cloches. Un homme. Je crois qu'il est mort. » « Croire ? Eh bien, je ne l'ai pas touché. Il était étendu sous la roue de la cloche, et je l'ai reconnu. » Le révérend Prowse déglutit difficilement. « C'est Monsieur Harold Wren. » Il y avait un silence si complet qu'il aurait pu engloutir le son lui-même. Harold Wren avait été enterré 2 jours auparavant. « En êtes-vous tout à fait sûr ?» demanda doucement Miss Marple. « J'ai présidé les funérailles. »« Moi-même, » a déclaré Prowse. « Je me suis tenu au-dessus de son cercueil. J'ai lu les rites. Harold Wren était mort. » Derrière Miss Marple, quelqu'un haleta. Elle se tourna lentement vers le portail de l'église, où une grande femme anguleuse, vêtue de noir, s'était avancée. C'était Agnès Wren, l'épouse du défunt, ou plutôt sa veuve, bien que le terme lui parût désormais d'une imprécision alarmante. Son chapeau était de travers, son visage gris. Elle agrippait l'arche de pierre comme si ses genoux vacillaient sous elle. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Je l'ai vu. J'ai pleuré pour lui. » Miss Marple s'approcha d'elle et posa une main ferme sur le bras ganté de la femme. « Restons calmes, » dit-elle. « Si c'est vrai, alors quelque chose de grave s'est produit. Puis-je suggérer, révérend, que personne d'autre ne rentre pour l'instant? Je crois qu'il faut appeler la police. »« J'ai déjà envoyé le jeune Arthur chercher l'inspecteur Cray, » murmura Prowse. « Et le clocher a été fermé. Personne n'a touché à rien. » Agnès tourna la tête, et dans ses yeux brilla quelque chose qui n'était ni tout à fait du chagrin, ni tout à fait de la peur. De la culpabilité peut-être, ou le souvenir soudain d'un secret enfoui depuis longtemps. Il fallut près d'1 heure avant que l'inspecteur n'arrive. Un homme au teint rouge, à la moustache grisonnante et aux chaussures qui semblaient toujours un peu trop grandes pour lui. Il accueillit Miss Marple avec le respect prudent qu'il réservait à toutes ses apparitions sur les scènes de crime. « Le clocher, dis-tu » grogna-t-il en levant les yeux vers la flèche qui fendit le ciel gris comme un couteau. « En effet, » répondit Miss Marple d'un ton poli mais ferme. « Et le défunt serait Harold Wren. » Cray grogna de nouveau et gravit péniblement l'étroit escalier en colimaçon,
lampe de poche à la main. Ce qu'il y trouva serait décrit plus tard dans son rapport par des phrases comme « entièrement habillé »,« aucun signe »,« immédiat de traumatisme » et en position compatible avec une chute. Mais lorsqu'il redescendit, il secouait la tête, le visage rouge et visiblement perturbé. « C'est lui. C'est Harold Wren, l'homme que j'ai vu enterrer il y a moins de 48 heures. » Miss Marple ne répondit pas. Son expression était distante et pensive. Cray laissa échapper un long soupir. « Bon, il va falloir exhumer la tombe. Quelqu'un d'autre a peut-être été enterré à sa place, ou un cercueil truqué. » Miss Marple lui lança un regard noir. Cela impliquerait une collusion à la morgue ou au cimetière. Deux choses très improbables à Saint-Aidan. « Alors comment diable a-t-il atterri ici ?» murmura Cray. « Il a sonné, » dit le révérend Prowse d'une voix tremblante. « Ou quelqu'un l'a fait, quelqu'un qui voulait qu'on le retrouve. » « Ou voulait qu'on le retrouve maintenant, » dit Miss Marple doucement. Cette nuit-là, la pluie redoubla. Le tonnerre grondait au loin sur la lande. Miss Marple était assise, près de son feu, son carnet ouvert et sa tasse de thé refroidie, intacte. Elle griffonnait des noms et les barrait, traçant des lignes entre Agnès, le révérend Prowse, l'inspecteur Cray et Harold Wren. Elle avait connu Harold, bien sûr. Un notaire, toujours charmant, avec ce sourire qui promettait plus qu'il ne tenait. Son cabinet avait sombré dans un scandale discret 5 ans plus tôt, lorsqu'un de ses clients âgés était décédé intestat, alors qu'il avait soi-disant rédigé un testament. Rien n'avait jamais été prouvé. Miss Marple se souvenait de la façon dont Agnès avait cessé d'aller à l'église cet hiver-là, et des regards perçants qu'elle lançait à son mari lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait. Le lendemain matin, sous une aube grise et morne, la tombe fut ouverte. À l'intérieur se trouvait un cercueil vide, non lesté, non commuté, juste vide. « Eh bien, dit Cray en le fixant, les yeux plissés, je serai damné. »« C'est possible, inspecteur, dit Miss Marple d'un ton doux. Mais avant cela, nous avons un mystère à résoudre. Le village était en effervescence. Harold avait-il simulé sa mort? Si oui, dans quel but? Et pourquoi mourir maintenant, dans le clocher, entre tous? Agnès restait chez elle, refusant les visites. Certains pensèrent à du chagrin. Miss Marple pensa à de la peur. Cet après-midi-là, Miss Marple se rendit à la résidence des Wren. La servante, une jeune fille renfrognée nommée Elsie, ouvrit la porte. « Madame ne voit personne, » dit-elle sans détour. « Mais elle fera sûrement une exception pour un vieil ami, » sourit Miss Marple. À l'intérieur, le salon était sombre, l'air empestant la poussière et les fleurs oubliées. Agnès était assise dans un fauteuil à oreilles, sa robe noire inchangée depuis les funérailles, les mains fermement jointes sur ses genoux. « Il était là, » dit-elle sans préambule. « Hier matin, je ne sais pas comment. Je pensais qu'il reviendrait me chercher, mais il m'a juste regardé. »« Vivant ?» demanda doucement Miss Marple. « Il respirait, » répondit Agnès. « Mais pas comme il était. Il ne parlait pas. Il regardait simplement. Puis il est parti. J'ai entendu la porte se fermer. J'ai cru que c'était un rêve. »« Et qu'as-tu fait ensuite ?» Agnès la regarda avec des yeux creux. « J'ai bu. Et avant ça, a-t-il dit quelque chose? A-t-il laissé quelque chose derrière lui ?» Elle hésita. « Il y avait un mot. Sur la table. Je l'ai brûlé. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que j'avais peur de ce qu'il disait. » Miss Marple la regarda en silence un instant. « Vous aviez peur que cela vous incrimine. » Le souffle d'Agnès s'arrêta. « Non, j'avais peur que cela prouve que je ne le connaissais pas du tout. » Miss Marple partit peu après, non sans avoir aperçu les bords brûlés du papier dans l'âtre. Elle ne fit aucun commentaire, mais ce soir-là, elle consulta à nouveau son carnet. L'indice suivant est venu d'Elsie, la femme de chambre, qui a parlé en toute confiance à la femme de l'épicier, et qui à son tour l'a dit à Miss Marple, comme c'était toujours le cas à St. Aidan's. « Je l'ai vu, » avait murmuré Elsie, 2 nuits avant l'enterrement. Harold, dans le garde-manger, il cherchait quelque chose. Il m'a dit d'oublier que je l'avais vu. Il a dit qu'il avait des affaires à régler. « Et tu l'as dit à ta maîtresse ?» demanda l'épicière. « Elle a dit que si je disais un seul mot, je le regretterais. » L'intrigue s'est épaissie. Miss Marple rendit visite à l'ancien cabinet d'avocat d'Harold. Bien que fermé, il était resté intact.
Elle y eut accès grâce au jeune Dennis Turnwell, l'apprenti qui rédigeait les testaments d'Harold. Dennis, toujours prêt à aider une vieille dame pleine de douceur, lui montra l'arrière-salle poussiéreuse où étaient conservés les vieux dossiers. « On dit qu'il était corrompu », murmura Dennis. « Il échangeait les testaments. Une femme, Madame Latimer, a tout légué à l'église, mais la version finale est allée à Agnès. » Miss Marple sourit faiblement. « Et vous avez toujours ce brouillon ? » Je crois que oui. » « Attends. » Et en effet, caché derrière une pile d'actes annulés, se trouvait un testament manuscrit délavé, rédigé dans une écriture différente des autres. « À la paroisse Saint-Jude, pouvait-on y lire, ma maison, mon compte à la Barrows Bank et le reste de ma succession. » Daté de 2 jours avant la mort supposée d'Harold. Miss Marple examina la signature. Elle ne correspondait à aucun des documents antérieurs d'Harold. Elle laissa Dennis avec un bonbon à la menthe et rentra chez elle, les pensées en ébullition. Les pièces du puzzle s'alignaient. Harold avait simulé sa mort pour éviter d'être exposé. Mais quelqu'un, peut-être Agnès, avait brûlé le mot qui le prouvait. Il avait peut-être tenté de rectifier le tir en récupérant l'Ancien Testament. Mais quelqu'un d'autre l'avait découvert, et quelqu'un l'avait tué dans cette tour. Cette nuit-là, alors que le village se calmait sous le vent, et la pluie, Miss Marple ouvrit sa porte d'entrée et trouva un colis qui l'attendait. Pas de nom, pas d'adresse de retour, juste le sien, écrit d'une écriture fine et filiforme. À l'intérieur se trouvait un seul objet, le cordon de la sonnette, coupé en haut, légèrement taché de sang, et attaché à celui-ci, une carte avec une seule ligne. « J'ai sonné pour que justice soit faite. » Miss Marple perdit son souffle. Celui qui l'a laissé savait ce qu'Harold avait fait. Et ceux qui le savaient venaient de se déclarer. Chapitre 2. La note qui a brûlé trop tôt. Ce soir-là, l'orage revint en force, martelant les tuiles de saint. Aidan comme les poings d'un dieu furieux. Le vent faisait vibrer les vitres du salon de Miss Marple et hurlait à travers les étroites cheminées des cottages qui parsemèrent le village, telles des pièces d'échecs oubliées. Miss Marple était assise dans son fauteuil à haut dossier, le feu crépitant doucement, les mains toujours posées sur le paquet ficelé de la veille. Le cordon de la sonnette avait été soigneusement enroulé et placé dans la vieille malle sous l'escalier, mais la carte, elle, restait sur la table à thé à côté d'elle, la fixant comme une confession inachevée. « J'ai sonné pour que justice soit faite. » Une telle phrase, si délibérée et mesurée, ne pouvait être considérée comme l'œuvre d'un farceur désinvolte. Elle portait en elle le poids de la tragédie et de la culpabilité. À 8h30 précises, un coup retentit dans la maison, bref, précipité et légèrement irrégulier. Miss Marple ouvrit la porte et trouva le révérend Prowse debout, chapeau à la main, son manteau trempé, les yeux écarquillés et étrangement absents. Derrière lui, la pluie dessinait des lignes brumeuses à travers la lumière de la lampe. « Elle est partie, dit-il, essoufflé. Madame Wren, elle est partie. » Miss Marple s'écarta, l'invitant à se réchauffer et lui désignant le feu. « Partie où ? » ?»« Je ne sais pas. Sa femme de chambre, Elsie, dit qu'elle a disparu peu après midi. Elle a quitté la maison en voiture sans dire un mot à personne. Elle ne s'en est aperçue que lorsqu'elle a découvert la porte d'entrée déverrouillée et sa valise manquante. » Miss Marple lui servit du thé sans demander son avis. « Et a-t-elle laissé un mot ?»« C'est juste ça. » Il accepta la tasse en tremblant des doigts. « Elsie dit qu'il y a été un mot. Elle l'a trouvé sur la cheminée du salon, à mon adresse. Mais avant de pouvoir me l'apporter, elle m'a dit qu'il avait pris feu. » Miss Marple haussa un sourcil. « Comment ? » ?»« Elle l'ignore. Elle dit qu'il était trop près d'une bougie et qu'il s'est simplement accroché. Quand elle est revenue avec ses gants, il n'y avait plus que des cendres. »« Quelle négligence !» murmura Miss Marple. « Ou plutôt, c'est pratique. » Prowse parut bouleversé. Je crois qu'elle voulait avouer quelque chose de terrible. « Ou rediriger les soupçons, » dit Miss Marple avec douceur mais fermeté. « Ceux qui souhaitent échapper à leur passé le font rarement en silence, à moins de craindre ce que le bruit pourrait révéler. » Le révérend prit une longue gorgée, le regard perdu dans le vide. « Tu crois qu'elle s'est enfuie ? Par culpabilité ?» Miss Marple ne répondit pas tout de suite. Son regard s'était porté vers la fenêtre, où les branches du sureau raclaient la vitre comme des doigts squelettiques. « Je pense, dit-elle enfin,
que quelqu'un voulait nous faire croire que le mot était le « sienne » et quelqu'un ne voulait pas qu'on le lise. Le lendemain matin se leva à contre-cœur. La tempête avait laissé derrière elle des clôtures brisées, des feuilles éparses et un ciel couleur de lin froissé. La nouvelle se répandit rapidement. Agnès Wren avait bel et bien disparu, et la police avait ouvert une enquête auprès des compagnies de taxis et des gares voisines. Mais personne n'avait été aperçu, aucune trace. Son départ avait été discret, efficace et, aux yeux de Miss Marple, beaucoup trop soigné. À 10 heures, Miss Marple se retrouva de nouveau chez les Wren. Elsie, pâle et mal à l'aise, ouvrit la porte. « Je ne l'ai pas brûlé », insista-t-elle dès que Miss Marple entra. « Je le jure. J'ai laissé le mot sur le buffet, juste un instant. À mon retour, il avait disparu. Des morceaux dans l'âtre, comme si quelqu'un l'avait laissé tomber dedans. »« Quelqu'un » répéta Miss Marple en scrutant le modeste salon. « Étiez-vous seul ?» Elsie hésita. Monsieur Copley venait de partir. Il avait dit qu'il était venu récupérer des documents qu'Harold lui avait promis. Il était l'associé d'Harold dans son cabinet d'avocat. « Copley ? Voilà un nom que je n'ai pas entendu depuis longtemps, » dit doucement Miss Marple. D'après la légende du village et les murmures anxieux d'Elsie, Victor Copley avait été l'avocat de confiance d'Harold Wren, jusqu'à ce qu'un désaccord survenu 3 ans plus tôt mette fin brutalement à leur collaboration. Des rumeurs de détournement de fonds avaient circulé dans le village comme des papillons autour d'une flamme. Le mot officiel était « différend professionnel ». Officieusement, on pensait que Copley avait découvert des informations sur les relations d'Harold avec une série de clients âgés et fortunés, une information qu'il avait gardée secrète en échange d'une rupture discrète et de la préservation de sa réputation. Miss Marple prit son temps pour se rendre à la résidence de Copley. C'était une belle maison stoïque, carrée et propre, en bordure de la verdure, avec des fenêtres polies et un heurtoir en laiton qui brillait d'une attention récente. Elle fut accueillie par un majordome qui semblait tout droit sorti d'un papier peint victorien. Copley était dans son bureau, sirotant un sherry à 1 heure trop tôt pour être respectable. « Je dois admettre, » dit-il après lui avoir offert un siège, « que je m'attendais à votre visite. Miss Marple, n'est-ce pas? Vous avez la fâcheuse réputation d'apparaître partout où un meurtre a eu lieu. »« Je vous assure, monsieur Copley, » répondit Miss Marple avec un sourire aimable. « Le meurtre a tendance à surgir partout d'où je suis. C'est peut-être juste une question d'âge. On vit assez longtemps pour tout voir 2 fois. » L'expression de Copley s'assombrit légèrement. « J'imagine que vous avez entendu dire que Madame Wren est partie. J'ai entendu dire qu'elle avait disparu peu de temps après votre visite chez elle. Je récupérais simplement des documents, dit-il rapidement. Harold m'en devait plusieurs. Des contrats, des lettres d'intention, il n'y avait rien d'inhabituel. Et tu n'aurais pas vu par hasard un mot sur le buffet ? » Son hésitation fut brève, mais révélatrice. « Un mot ? Non, je ne peux pas dire que je l'ai fait. » Le regard de Miss Marple était fixe. « Celui qui a pris feu. » Copley se rassit. « Vraiment, Miss Marple, si c'est une suggestion que je... » « Ce n'est pas une suggestion, monsieur Copley. Simplement une observation. Celui qui prétend ne pas avoir vu quelque chose commet souvent l'erreur de savoir exactement ce que c'était. » Copley ne répondit pas. Au lieu de cela, il but une longue gorgée de son sherry. Miss Marple se leva, époussetant les miettes invisibles de ses gants. « Une dernière chose, monsieur Copley. Étiez-vous au courant d'un second testament ? Un testament dans lequel Harold Wren léguait tout non pas à sa femme, mais à l'Église. » À ces mots, le verre que Copley tenait à la main s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Ça n'a jamais été exécuté. Ça n'avait aucune valeur légale. »« Ah !» dit Miss Marple. « Mais ça avait un poids moral, non ?» Copley ne répondit pas et Miss Marple sortit. Les rues étaient glissantes sous la pluie et parsemées de feuilles jaunes, et devant la vitrine de la boulangerie, l'habituelle rangée de viennoiseries avait été délaissée au profit de conversations chuchotées. En passant, Miss Marple entendit son nom prononcé 2 fois, d'abord avec curiosité, puis avec une admiration silencieuse. Elle l'ignora. La vérité se formait lentement dans son esprit, tel un tableau émergeant du brouillard. Ce soir-là, elle s'assit à nouveau avec son carnet, une plume à la main, et écrivit 2 noms, Agnès Wren, disparue. Peut-être effrayée, peut-être complice.
Victor Copley, ni avoir vu le mot. Il était au courant du testament. Il avait des raisons de faire taire Harold. Puis elle a ajouté un troisième nom en écriture plus petite. Elsie, observeuse. Effrayée. Enceinte. C'est plus qu'elle ne le dit. Miss Marple tapota la page avec son stylo. Il manquait quelque chose. Quelque chose d'inaccessible. Et puis ça lui a frappé. L'écriture manuscrite. Le brouillon du testament, relié à l'église, retrouvé dans le bureau d'Harold, était d'une écriture différente de ses griffonnages habituels. Mais Miss Marple connaissait les boucles élégantes et la précision du lettrage. Elle se leva, alla à son bureau et en sortit une carte qu'elle conservait depuis des années. Un mot de remerciement du comité des fleurs, d'une écriture impeccable. Agnès Wren. Agnès avait falsifié le testament. Ou l'avait-elle simplement copié? Quoi qu'il en soit, elle était au courant. Elle l'avait peut-être même intercepté. Et maintenant, elle n'était plus là. Le lendemain matin, aucune nouvelle d'elle. Mais une visiteuse curieuse apparut. Elsie, emmitouflée dans son manteau, les mains tremblantes, serrant un morceau de papier brûlé. « Je ne pouvais pas le laisser brûler jusqu'au bout », dit-elle d'une voix tremblante. « Je savais que c'était mal. » Miss Marple prit le fragment avec précaution. Les bords étaient noircis, mais il en restait suffisamment. Je ne pouvais pas supporter ce que j'avais fait. Harold est revenu pour arranger les choses. J'ai essayé de l'en empêcher. Mais maintenant, quelqu'un d'autre sait. La dernière ligne était à moitié détruite. Mais 2 mots restaient lisibles. Le grand livre. Les yeux de Miss Marple brillèrent avec une intensité soudaine. « Où est-il » demanda-t-elle, à peine plus haut qu'un murmure. Elsie secoua la tête. « Je ne sais pas, mais il doit bien être quelque part. C'est ce qu'il cherchait dans le garde-manger, » dit-il. Il l'a caché là. Il était en colère, effrayé. Miss Marple s'assit lourdement. Le registre, un relevé des transactions d'Harold, peut-être. Preuve de fraude, de vol, voire de chantage. Et si Harold était revenu le récupérer, quelqu'un l'avait suivi. Quelqu'un qui ne pouvait le laisser, voir la lumière du jour. Et que quelqu'un avait maintenant fait disparaître Agnès. Alors que le tonnerre grondait à nouveau au loin, Miss Marple se pencha en avant et prit doucement la main d'Elsie. « Il faut absolument que nous trouvions ce registre, ma chère, dit-elle, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. » Chapitre 3. L'héritier disparu à l'aube. La brume matinale s'accrochait aux ruelles pavées de saints, Aidan comme un voile vaporeux, adoucissant les contours des chaumières et brouillant le monde en silhouette fantomatique. Il était un peu plus de 6 heures lorsque le garçon de la poste, Billy Thatcher, dévala la ruelle en courant, criant. La boulangère le vit la première, puis le laitier, et lorsqu'il atteignit le presbytère, la moitié du village s'agitait de murmures. Quelque chose s'était produit. Encore. Miss Marple, déjà habillée et assise à sa table de petit déjeuner avec une modeste assiette de pain grillé et de confiture, ne fut pas surprise par le tumulte. D'après son expérience, la tragédie suit un rythme, et le village n'avait pas encore joué son dernier couplet. Elle posa sa fourchette lorsqu'on frappa à la porte. C'était l'inspecteur Cray, le chapeau de travers et le col humide de rosée. « Disparu », dit-il sans préambule, entrant sans attendre qu'on l'invite. Le jeune Colin Wren. Disparu dans la nuit. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Le neveu, le seul parent survivant d'Harold. Pareil, marmonna Cray en s'asseyant sur la chaise la plus proche. J'ai passé la nuit à l'auberge du vieux moulin. Parti au matin. Lit vide, fenêtre entr'ouverte, vêtements disparus. Et personne ne l'a vu partir. Personne. Même le portier dit avoir vérifié toutes les sorties vers minuit. Rien. Mais la haie arrière a été piétinée ce matin. On dirait qu'il est sorti et a disparu dans le brouillard. Miss Marple prit la bouilloire et lui versa du thé. Et rappelez-moi, cher inspecteur, Colin était-il mentionné? Dans le testament précédent d'Harold? Cray grogna. Il l'a vraiment été. Tout. La maison, les comptes, le terrain. Avant Agnès, avant l'église. Colin était l'héritier. Ah! Miss Marple lui tendit un biscuit. Et maintenant, il a disparu. L'aubergiste confirma que Colin s'était enregistré tard la veille après-midi et avait signé le registre des clients de sa main audacieuse habituelle.
La signature correspondait à d'autres signatures enregistrées. Miss Marple tenait à les comparer elle-même. Le jeune homme, âgé de seulement 25 ans, officier de marine en permission prolongée, était venu à St. Aidan après avoir appris la mort de son oncle. Selon l'aubergiste, Colin avait semblé surpris d'apprendre l'existence du testament et avait posé plusieurs questions sur Agnès et Victor Copley. C'était un jeune homme sympathique, dit la femme de l'aubergiste, mais nerveux, comme s'il observait les ombres dans les coins. Miss Marple examina la chambre à l'étage. La valise était intacte dans l'armoire, mais un manteau et une sacoche manquaient. Sur la table de nuit se trouvait une lettre, à moitié écrite d'une écriture masculine et nette. L'inspectrice la prit, mais Miss Marple fut plus rapide, son regard scrutant le contenu. « J'ai découvert quelque chose d'important. Je ne peux pas faire confiance à Copley. Je pense que tante Agnès est en danger. Je la rencontrerai si possible. J'essaierai de la persuader de se manifester. S'il arrive quelque chose, vérifie le registre. C'est la clé de tout. » Le reste a été rayé violemment, comme si l'écrivain avait remis en question ses propres idées au milieu de sa réflexion. Miss Marple le tendit silencieusement à l'inspecteur. Ils quittèrent la pièce ensemble, sans dire un mot jusqu'à ce qu'ils soient dehors. Puis Miss Marple s'arrêta, les yeux rivés sur le sol près de la haie. 2 séries d'empreintes de pas, l'une plus lourde, l'autre plus légère, s'enfoncèrent dans la boue. L'une sortit, l'autre entra. « Quelqu'un l'attendait », murmura-t-elle. Cray hocha la tête d'un air sombre. « Où je l'ai suivi ?» Miss Marple se tourna lentement vers l'est, où les champs se fondaient dans la brume et les bois. Quelque part dans cette brume se trouvait la vérité, ou plutôt un corps. Plus tard dans l'après-midi, tandis que les villageois spéculaient et que le brouillard persistait, mademoiselle Marple retourna au cabinet d'Harold Wren avec Dennis Turnwell, l'ancien apprenti. Avec la bénédiction réticente de l'inspecteur Cray, elle commença à examiner attentivement les registres d'Harold. Les authentiques, cette fois, récupérés dans le classeur verrouillé derrière le bureau du greffier. Dennis, pâle et impatient, observait chacun de ses faits et gestes. « Que cherchons-nous exactement ?» a-t-il demandé. « Quelque chose qui explique pourquoi Harold a modifié son testament, » dit-elle, « ou qui l'a convaincu de le faire. » Au bout de près d'1 heure, elle trouva une série de transactions non enregistrées cachées dans un petit journal relié en cuir au fond du tiroir. Une liste de noms de clients, de montants et de références à des réglementations. Mais un nom apparaissait plus que tous les autres. « Victor Copley », lut Miss Marple à voix haute. Il semble qu'Harold le payait bien après la fin de leur partenariat. « Du chantage ?» murmura Dennis. « Peut-être, » répondit-elle, « ou un secret partagé. Mais regardez, ici. » Son doigt appuya sur la dernière entrée. Un nouveau nom. Colin Wren. À côté, 1000 livres et un seul mot. Avance. Miss Marple se rassit, les sourcils froncés. Colin était payé, discrètement, au noir. Mais pourquoi ? Demanda Dennis. Miss Marple ferma le registre. Voilà, ma chère, la question qui a peut-être causé sa mort ou qui l'a contraint à se cacher. L'indice suivant survint de manière inattendue. Ce soir-là, alors qu'elle traversait le cimetière, son sac à tricot à la main, Miss Marple aperçut quelque chose qui brillait parmi les feuilles humides sous les ifs. Un bouton en argent, d'origine navale, gravé de l'emblème de la Royal Navy. Elle se pencha lentement et le ramassa. Un instant plus tard, elle l'entendit. Un léger bruissement derrière la chapelle. Elle se retourna vivement, mais le chemin était désert. De retour à la maison, elle examina le bouton sous sa lampe. Il était neuf, pas de rouille, pas d'usure. Récemment arraché d'un manteau, peut-être lors d'une bagarre. Elle a écrit une seule ligne dans son carnet. Colin a rencontré quelqu'un dans le cimetière. Le lendemain matin apporta de nouvelles révélations et un visiteur. Victor Copley arrive chez Miss Marple juste après le petit déjeuner, l'air calme. Il tenait une lettre à la main. « J'ai pensé que tu devrais voir ça », dit-il en entrant. « C'est arrivé pour moi ce matin. » Elle le prit et l'ouvrit délicatement. C'était écrit de la main de Colin Wren. « Je sais tout. Le 2e testament, les transferts d'argent, le rôle d'Agnès. Je ne veux pas de scandale, mais je ne me laisserai pas acheter non plus. Je serai à la chapelle à l'aube. Venez seul. » Copley se tenait droit. « Il me menace. »« Ou vous offrir une chance, » dit Miss Marple. Copley la regarda d'un air sévère. « Je ne l'ai pas rencontré.
Je le jure. Miss Marple étudia son visage. Mais quelqu'un l'a fait. Ce soir-là, elle retourna à l'église. Le brouillard ne s'était toujours pas levé. Elle fit le tour de la chapelle une fois, puis 2 fois, puis s'arrêta. Dans la terre, près du mur du fond, le sol était remué. Une légère dépression où quelque chose avait été enterré ou déterré. À côté se trouvait un tissu plié, une écharpe bleu marine, humide et légèrement parfumée au tabac. Elle l'emporta chez elle et le posa sur la table de la cuisine. Là, le long de l'ourlet, se trouvait une étiquette avec son nom, cousue en blanc. Wren, C.A. L'héritier était venu ici. Et si Miss Marple avait raison, il pourrait encore être proche. Cette nuit-là, elle n'arrivait pas à dormir. Trop de questions flottaient dans son esprit, comme des fantômes. Pourquoi Colin était-il revenu? Qu'avait-il trouvé dans le registre? Pourquoi Agnès avait-elle disparu et pourquoi la lettre avait-elle brûlé? Et surtout, qu'est-ce qu'Harold essayait de réparer? À l'aube, elle retourna à la chapelle. Cette fois, elle n'était pas seule. Une ombre se détachait de la haie lointaine. Un jeune homme, en haillons, pâle, les yeux cernés de fatigue. « Miss Marple » murmura-t-il. Elle n'a pas bronché. « Colin » dit-elle doucement, « tu n'aurais pas dû attendre si longtemps. » Il entra dans la lumière. Son manteau était déchiré. Ses mains tremblaient. « Je devais être sûr que tu viendrais. Je ne savais pas à qui faire confiance. Copley m'a menacé. Agnès m'a supplié de ne pas parler. »« Où étais-tu ? Il se cache. Près des bois. J'ai écouté. Je sais qu'ils ont falsifié le Second Testament. Agnès ne voulait pas de l'argent, mais elle ne voulait pas non plus que les crimes d'Harold soient révélés. Il est revenu pour arranger les choses. Il m'a tout raconté. « Est-ce qu'il t'a parlé du registre ?» Colin hocha la tête. Il le cachait sous le plancher de son bureau. Mais je crois que quelqu'un d'autre l'a découvert. Victor Copley? Oui, c'est lui qui a enterré le vrai testament. Je l'ai vu creuser près de la chapelle il y a 3 nuits. Je l'ai suivi. C'est là qu'il m'a vu. J'ai couru. A-t-il essayé de te tuer? Pas encore. Mais il viendra. Miss Marple lui prit doucement la main. Pas si on fait attention. Un bruit soudain résonna sur le mur du cimetière. Un craquement, comme une brindille cassée. Ils se retournèrent tous les deux. Mais il n'y avait personne. Seulement du brouillard. Miss Marple tira Colin vers les marches de la chapelle. « Il nous faudra des preuves, dit-elle, et je crois savoir exactement où les trouver. » Elle s'arrêta, les yeux brillants dans la lumière du matin. « Mais d'abord, nous devons creuser. » Chapitre 4. Le testament qui n'a jamais été signé. La bêche heurta un objet dur sous la terre. Miss Marple retint son souffle dans l'air froid du matin, tandis que Colin Wren, accroupi à côté d'elle, repoussait la terre humide de ses doigts tremblants. Sous la fine couche de terre, à moitié dissimulée par des racines et des pierres effritées, se trouvait une boîte en fer blanc cabossée. Elle était maladroitement coincée sous le mur moussu de la chapelle, comme cachée à la hâte, par quelqu'un qui craignait d'être découvert. Colin la regarda, les yeux écarquillés, et ensemble ils soulevèrent la boîte dans la lumière du petit matin. La boîte s'ouvrit en grinçant, de la rouille s'échappant des charnières. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents pliés, un petit carnet noir et surtout une enveloppe en parchemin portant l'inscription si reconnaissable entre toutes de la main d'Harold Wren. Testament final, révisé. Les doigts gantés de Miss Marple tremblaient, légèrement lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe. Le document qu'elle contenait était daté d'à peine une semaine avant la mort apparente d'Harold, rédigé dans un langage juridique précis et adressé à Colin Arthur Wren. Mais la dernière ligne, la signature, était vide, sans témoin. Non signé. Miss Marple serra les lèvres. Elle jeta un coup d'œil à Colin, qui lut la dernière ligne avec une expression d'incrédulité creuse. « Il avait l'intention de le signer », murmura-t-il. « Il a changé d'avis sur Agnès. Surtout. » « Mais quelqu'un l'a arrêté, » dit doucement Miss Marple. « Ou l'a effrayé au point de le faire attendre. Ce moment d'hésitation lui a tout coûté. » Le visage de Colin se durcit. Alors quelqu'un a falsifié le testament de l'Église pour le dissimuler. Miss Marple secoua lentement la tête. « Non, je crois que ce testament est authentique, celui qu'Agnès voulait détruire. Cela prouve que les intentions d'Harold ont encore changé,
Peut-être lorsqu'il a réalisé ce que Victor Copley avait fait, ou peut-être lorsqu'il vous a parlé. Mais il a hésité, et avant qu'il puisse agir, il a disparu dans un clocher. Ils ne dirent pas un mot en revenant du sentier de la chapelle, le brouillard s'enroulant autour de leurs chevilles comme la fumée d'un feu éteint. La boîte en fer blanc était enveloppée de papier kraft et soigneusement rangée dans le sac à tricot de Miss Marple. Lorsqu'ils atteignirent Barson Cottage, le soleil s'était faiblement levé, projetant une lueur ambrée, pâle sur les toits de St. Aidan, où le monde continuait de tourner comme s'il n'était pas au bord de la révélation. L'inspecteur Cray arriva 1 heure plus tard, interpellé par un message énigmatique remis par Billy Thatcher. Il paraissait épuisé, ses bottes lourdes de rosée matinale et son manteau couvert de givre. « Tu as trouvé quelque chose, je suppose ?» demanda-t-il sans le saluer. Miss Marple lui offrit du thé, puis déballa la boîte en fer blanc devant lui comme un prestidigitateur, révélant le cœur d'un tour. Cray a examiné le testament non signé, le carnet et l'ancienne correspondance qu'il contenait. « Cela aurait tout changé, murmura-t-il. S'il avait signé, Colin aurait hérité du domaine, pas de l'église. Et Victor Copley n'aurait rien reçu, dit doucement Miss Marple. Mais ce que je trouve le plus intéressant, inspecteur, c'est le carnet noir. Harold traquait l'argent. Et les noms. Cray le feuilleta, les sourcils froncés. C'est sérieux. En effet, des paiements à Copley et à d'autres. Et cela prouve que Copley avait un mobile pour tuer Harold. Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. Non, inspecteur. Cela prouve qu'il avait un mobile pour l'effrayer. Mais rien ne prouve encore qu'il ait tué qui que ce soit. Vous ne devez pas vous précipiter. Cray grimaça. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Miss Marple se leva. Nous écoutons. Les gens en disent toujours plus qu'ils ne le pensent, surtout lorsqu'ils croient avoir enterré le passé. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit visite à Victor Copley sans prévenir. L'homme paraissait plus âgé que quelques jours auparavant, comme si les mensonges commençaient à peser sur lui. « Miss Marple, dit-il, s'efforçant d'être poli. De retour ?» Elle fut conduite dans le salon où un feu crépitait faiblement. La pièce sentait vaguement le cirage et le tabac. Elle s'assit près de la fenêtre et l'observa avec un calme serein. « J'ai trouvé un brouillon du testament. D'Harold, dit-elle doucement. Il a tout légué à Colin. Copley ne dit rien. Sa mâchoire se serra. Ce n'était pas signé, poursuivit-elle, mais visiblement préparé. Je me demande ce qui l'a fait changer d'avis. Il était instable, s'empressa de dire Copley. Il était erratique vers la fin. Il a écrit des dizaines de versions, la plupart contradictoires. Mais celui-ci était caché près de la chapelle, dit-elle. Enterré, un endroit étrange pour un document juridique. Vous ne trouvez pas? Copley se leva. Cette visite a-t-elle un sens? Je crois qu'Harold vous craignait, dit calmement Miss Marple. Je crois qu'il a essayé de réparer ce qu'il avait brisé. Et je crois que quelqu'un, peut-être vous, craignait ce qu'il pourrait révéler. Il se tourna vers elle. Fais très attention à ce que tu insinues. Le regard de Miss Marple ne vacilla pas. Je le suis toujours. Dehors, le vent s'était levé. Les feuilles tourbillonnaient le long du chemin tandis qu'elle traversait le village, s'arrêtant brièvement à l'église, où le révérend Prowse l'attendait. « J'ai reçu une enveloppe anonyme, » dit-il nerveusement en lui montrant une simple feuille de papier. Elle était tapée à la machine, mais les mots étaient d'une simplicité glaçante. Un péché grave a été enterré dans le jardin de votre chapelle. Demandez à la rosière. Miss Marple fixa le mot, puis regarda au-delà de lui, vers le jardin de l'église, où Madame Weatherby, la veuve du jardinier, taillait les dernières fleurs d'automne. « Lui demandez quoi ?» demanda Prowse. Mais Miss Marple marchait déjà. Madame Weatherby était une femme robuste, vêtue d'un manteau de feutre vert, les joues rouges à cause du vent et des travaux de jardinage. Elle leva les yeux à l'approche de Mademoiselle Marple et hocha poliment la tête. « Vous entretenez un beau jardin, » dit Miss Marple. La femme sourit faiblement. « Du mieux que je peux, même si le sol est devenu plus dur la semaine dernière. J'ai entendu dire que tu avais vu quelque chose la veille des funérailles, » dit doucement Miss Marple. « Quelque chose qui t'a pesé. » Les mains de Madame Weatherby s'arrêtèrent au milieu de la taille. « J'ai vu un homme creuser, » dit-elle lentement. « Derrière la chapelle. J'ai trouvé ça bizarre, mais qui étais-je pour le dire? J'ai pensé que c'était le révérend Prowse,
peut-être en train de planter des bulbes ou quelque chose comme ça. Tu as vu son visage? Madame Weatherby hésita. Non, mais il boitait, légèrement, de la jambe droite. Les yeux de Miss Marple se rétrécirent. Victor Copley boitait légèrement. Un détail qu'elle n'avait remarqué qu'une seule fois, lorsqu'il s'était levé trop vite de son bureau. Je croyais l'avoir imaginé, poursuivit Madame Weatherby. Je ne voulais pas causer de problème. Vous venez peut-être d'aider à résoudre un meurtre, dit doucement Miss Marple. Ce soir-là, le brouillard revint, plus épais cette fois, s'accrochant bas et épais aux rues. Il était presque impossible de voir à 1 mètre devant soi, ce qui rendait le bruit qui le traversait encore plus saisissant. Un cri, haut, femelle, de la direction de la résidence Wren. Miss Marple était déjà sortie, son châle serré sur les épaules, sa canne claquant sur les pierres glissantes, tandis qu'elle avançait plus vite que prévu. Lorsqu'elle atteignit la maison, l'inspecteur Cray et 2 agents étaient déjà là. Elsie se tenait sur le seuil, le visage blême de terreur. « Dans le bureau », balbutia-t-elle. « C'est Madame Wren. Agnès, vivant. » Ils la trouvèrent affalée dans le fauteuil, les yeux écarquillés, le souffle court. Un verre de sherry à moitié vide sur la table à côté d'elle et un bout de papier déchiré sur ses genoux. Miss Marple le prit avec précaution. Il a dit qu'il ne serait jamais signé. Il a dit que si Harold modifiait encore le testament, il serait ruiné. Alors je l'ai aidé. Je ne le voulais pas. Je ne l'avais pas fait exprès. Mais j'ai brûlé les papiers. Je pensais que ça s'arrêterait là. Les dernières lignes étaient illisibles. Agnès gémit doucement, tendant la main vers Miss Marple. « Je ne l'ai pas empoisonné, » murmura-t-elle. « Je le jure. Je voulais seulement protéger Harold de lui-même. » Miss Marple hocha doucement la tête. « Vous ne l'avez pas tué. Mais quelqu'un a profité de votre silence. Le médecin arrive peu après. Agnès survivrait, bien que bouleversée. » Miss Marple se tenait seule dans le bureau, les yeux fixés sur l'étagère. Petit espace irrégulier derrière le volume le plus éloigné. Elle tendit la main derrière elle et là, coincée dans le panneau mural, se trouvait une bouteille, vide, sentant légèrement le laudanum. Et sur l'étagère à côté, un livre, Meurtre et héritage, de la collection privée d'Harold. Elle l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait une photographie pliée. Harold Wren, Victor Copley, un 3e homme, tous 3 dans un country club, souriant. Et au dos, griffonné à l'encre délavée, le vrai. Problème est avec EC. EC. Miss Marple regarda les initiales. Pas Victor Copley, pas Agnès, mais quelqu'un qu'ils ont tous négligé. Evelyn Carter, la secrétaire timide et à la voix douce qui avait disparu 6 mois plus tôt sous prétexte de maladie. Elle avait travaillé avec Harold pendant 10 ans, connaissait tous les secrets, classait chaque lettre, et maintenant, partie. Miss Marple se tourna vers la fenêtre. Elle savait où chercher ensuite. Chapitre 5. Le bureau verrouillé et la fenêtre ouverte. Ce soir-là, le vent était violent, emportant l'odeur de la pluie et de la fumée sur les toits de St. Aidan. L'orage revint sans prévenir, déferlant sur des nuages noirs qui s'ouvrirent avec le tonnerre et déversèrent une pluie torrentielle sur les chaumières et les ruelles pavées. Le vieil orme près du presbytère craquait comme un navire pris dans la tempête, et dans la maison des Wren, une lumière vacillait derrière les rideaux du bureau, une lueur ambrée dans l'obscurité croissante. Mais personne ne vit la silhouette qui se déplaçait derrière la vitre, ni la silhouette qui s'éloignait silencieusement du côté de la maison. À 8h moins le quart, l'agent Marsh frappa à la porte de Miss Marple avec l'empressement de quelqu'un qui n'a pas l'habitude des situations d'urgence. Elle finissait son dîner et séchait une paire de gants de laine humides près du feu quand on frappa. Le chapeau de l'agent était trempé, son manteau luisait sous la pluie. On aurait dit qu'il avait vu un fantôme. « Il y a eu un cambriolage, madame, » dit-il à bout de souffle. « Chez les Wren, le bureau. La fenêtre était grande ouverte, mais la porte était toujours verrouillée de l'intérieur. Aucun signe de mademoiselle Agnès. Et... » Il hésita, déglutit. « Quelqu'un est mort. Encore. » Miss Marple ne perdit pas une seconde. Elle prit sa cape et marcha aux côtés du gendarme à travers les ruelles ruisselantes, sa canne tapotant légèrement les pierres mouillées. Le tonnerre grondait au-dessus de leur tête, tel un avertissement à venir.
Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, le portail d'entrée était légèrement entr'ouverte, oscillant sur des gonds rouillés. À l'intérieur, les lampes étaient de tamisées, projetant des ombres telles des voiles de deuil, drapées sur le couloir. L'air était chargé d'une odeur de pluie et d'une odeur plus sombre, métallique et légèrement amère. L'inspecteur Cray se tenait juste devant la porte du bureau, l'air dur, la mâchoire serrée comme s'il avait mordu dans un truc. « Ah, aigle !» Il se retourna en entendant Miss Marple approcher. « Fermé de l'intérieur », murmura-t-il. On a dû forcer la porte. Fenêtre grande ouverte, loquet cassé. Miss Marple entra prudemment, scrutant la pièce avec une précision experte. Les rideaux du fond ondulaient au vent, l'eau s'accumulant sous le rebord. Par terre, à côté du bureau, gisait un homme en costume sombre, anormalement recroquevillé. Sa tête avait heurté le coin d'une bibliothèque sculptée. Du sang, sombre et discret, coulait sur le parquet. Victor Copley. Miss Marple s'approcha lentement du corps, observant plutôt qu'importun. Ses yeux étaient grands ouverts, son expression figée dans un état qui suggérait la surprise, peut-être même la reconnaissance. Aucune arme n'était visible, mais le bord fissuré de la bibliothèque avait fait son effet. Cray s'agenouilla près du corps. Aucune blessure défensive, marmonna-t-il, et rien de volé. On a trouvé son portefeuille. Sa montre était toujours sur lui. Étrange cependant. Sa serviette était ouverte. Ses papiers avaient en disparu. « Des papiers ?» demanda doucement Miss Marple. « Des documents juridiques », répondit Cray. D'après Elsie, il avait demandé l'accès à l'étude plus tôt dans la journée. Il prétendait avoir obtenu l'autorisation de Mademoiselle Wren, qui est encore en convalescence. Elle affirme ne jamais l'avoir donnée. Le regard de Miss Marple se tourna vers la fenêtre ouverte. « Et le loquet ?» Cassé net, comme s'il avait été arraché de l'extérieur. Mais le bureau était verrouillé de l'intérieur. Cray hocha la tête. Peine dormant. Personne n'aurait pu entrer par le couloir. Et pourtant quelqu'un l'a fait, murmura Miss Marple. Ou était déjà là. Cray se leva, les sourcils froncés. Tu crois qu'il a été attiré? Je crois que M. Copley est venu récupérer quelque chose qu'il craignait qu'Agnès ne révèle. Elle se tourna vers le bureau. Un tiroir était ouvert, des papiers éparpillés, comme s'ils avaient été dérangés à la hâte. Mais l'un d'eux restait soigneusement plié, sans marque, intact. Elle tendit la main vers elle et déplia soigneusement la page. C'était une lettre, datée de 4 jours auparavant. À Evelyn Carter, tu avais raison. Le grand livre est le seul moyen de pression qui reste. Je l'ai caché, mais pas assez bien. S'il m'arrive quelque chose, confie-le à quelqu'un qui saura l'utiliser correctement. Tu as toujours dit que les secrets pourrissent de l'intérieur. Je suppose que je commence à être d'accord. H.W. Miss Marple expira doucement. Il lui a écrit « Pas à Agnès, pas à Colin, pas à Evelyn ». Cray se pencha par-dessus son épaule. « Mais où est-elle? Elle est partie il y a des mois. » « Elle n'était jamais loin, » dit Miss Marple, les yeux plissés. « Je crois qu'elle nous observait depuis le début. » Cette nuit-là, tandis que la tempête faisait rage au-dessus de nos têtes, Miss Marple retourna dans son salon et étala ses notes sur la table. Presque toutes les pièces étaient là. Le testament non signé d'Harold, la copie falsifiée de l'église, la lettre brûlée, les confessions murmurées, et maintenant, un corps dans une pièce fermée à clé, la fenêtre ouverte. Elle a noté un mot à côté du nom de Copley. Désespéré. Puis un autre sous celui d'Evelyn Carter. Disparu, mais à l'écoute. Elle se souvenait d'une conversation au bureau de poste quelques semaines plus tôt. Madame Littlebury avait remarqué que quelqu'un recevait des colis sous un faux nom à la gare. De petites choses, du papier à lettres, de l'encre, des boîtes de conserve. Payés en espèces, pas d'adresse de retour, tous envoyés à E. Cook. Evelyn Carter est donnée Evelyn Cook. Le lendemain matin, Miss Marple se rendit à la gare sous un ciel d'ardoise. La pluie était passée, mais l'odeur de terre humide persistait. Monsieur Simmons, le maître de poste, triait déjà le courrier. « Un message pour E. Cook ?» demanda-t-elle gentiment. Il cligna des yeux. « Tu la connais ?»« Ah, une vieille amie » répondit Miss Marple en tapotant son sac. Il tendit la main derrière le comptoir et en sortit un petit colis carré, emballé dans du papier kraft. Pas d'expéditeur. Miss Marple examina l'étiquette, puis la glissa délicatement dans son sac à main. Cet après-midi-là, elle dépassa la limite du village
et remonta le chemin menant à la vieille guérite, vide depuis des années. Elle était maintenant envahie par la végétation, la pierre fissurée, mais quelqu'un avait récemment débarrassé la porte du lierre. Elle frappa 2 fois. Silence. Puis la porte s'ouvrit en grinçant. Un visage étroit apparut dans l'espace, plus âgé que dans ses souvenirs, plus mince, avec un regard prudent et intelligent. « Evelyn Carter. Je pensais que ça pourrait être toi, dit-elle doucement. Puis-je entrer ? Evelyn s'écarta. À l'intérieur, la guérite était modeste mais bien rangée. Une seule lampe, un lit soigneusement fait, et une table avec 3 plumes et un registre. Le grand livre. Miss Marple était assise en face d'elle. Ni l'une ni l'autre ne parla pendant un long moment. « Je savais qu'il viendrait pour ça, » dit finalement Evelyn. « Mais je ne m'attendais pas à ce que Copley soit si maladroit. »« Il avait peur, » dit Miss Marple. « Vous déteniez la seule preuve qui pouvait le lier au complot d'Harold. » Evelyn hocha la tête. « Harold voulait tout avouer. Il a dit qu'il n'en pouvait plus. Copley l'a menacé. Agnès a essayé de l'en dissuader. Et moi, je lui ai dit d'agir, vite, qu'ils essaieront de l'arrêter. Mais il a hésité. Il l'a toujours fait. Et quand il disparut dans le clocher, je savais, dit doucement Evelyn, que quelque chose n'allait pas. Mais il était déjà trop tard. » Miss Marple étudia son visage. « Pourquoi ne pas se manifester ?»« Personne ne m'aurait cru, » dit Evelyn avec amertume. « La secrétaire ? Une femme ? Contre un avocat influent et charmant ? Non, Miss Marple, j'avais besoin de preuves. Alors j'ai attendu. Et maintenant vous l'avez, dit doucement Miss Marple. Evelyn a ouvert le registre. Ceci, c'est tout. Nom, date, faux testament, traces d'argent. Si vous remettez ceci à l'inspecteur, il saura qui a réellement falsifié le testament de l'Église et qui a enterré le testament final. Miss Marple se leva. Evelyn, je dois te demander, hier soir es-tu allée chez les Wren? Le regard d'Evelyn se durcit. Non. Avez-vous vu quelqu'un qui l'a fait? Evelyn hésita. Puis, Colin. Il observait la maison de l'autre côté de la pelouse. Je crois qu'il se doutait de quelque chose, mais il n'est pas entré. Et pourtant, Copley est mort, seul, dans une pièce fermée à clé. Evelyn fronça les sourcils. Tu penses que c'était un suicide? Miss Marple secoua la tête. Non, mais quelqu'un savait comment verrouiller la porte du bureau de l'extérieur. Quelqu'un qui savait que le loquet de la fenêtre pouvait être cassé et que la pluie effacerait les traces de pas. Evelyn était silencieuse. Miss Marple s'avança vers la porte. Gardez le registre en sécurité. J'amènerai l'inspecteur ici ce soir, et ensuite, on pourra mettre tout ça derrière nous. La voix d'Evelyn la suivit. Tu crois que c'est possible, après tout ça? Miss Marple ne se retourna pas. Il le faut, pour Harold, pour Colin, et pour la vérité. Ce soir-là, alors que le ciel virait au charbon et que le vent se levait de nouveau, Miss Marple se tenait au bord du cimetière, un carnet à la main. Elle ne tricotait plus. Elle fixait la maison des Wren de l'autre côté de la rue. Une silhouette s'avança par la fenêtre à l'étage. Lentement, prudemment, observatrice. Colin. Il était venu à la maison la nuit dernière. Elle en était sûre maintenant. Il n'avait pas tué Copley, mais il avait vu qu'il avait fait. Elle tourna la page de son carnet et écrivit 4 mots. L'héritier connaît le tueur. Chapitre 6. L'invité qui a menti 2 fois. Il était un peu plus de minuit quand on frappa à la Matinadishansm, porte de Miss Marple. Pas un coup violent, ni un coup frappé avec panique ou précipitation, mais un rythme lent et posé. 3 coups brefs, puis le silence. Elle s'y attendait. La pluie n'était pas encore revenue, mais l'air était lourd de son parfum, et les arbres au loin se penchaient vers le village comme s'ils se préparaient à une nouvelle tempête. Miss Marple ouvrit la porte et trouva Colin Wren debout sous la lampe du porche, son manteau boutonné, son chapeau enfoncé, une ombre de vieux, poids dans le regard. « Je l'ai vu, » dit-il doucement. « J'ai vu qui était dans le bureau avant la mort de Copley. » Elle s'écarta et le fit entrer. Le salon était chaleureux, le feu réduit à des braises, projetant de douces lueurs sur le plancher. Colin resta debout, le regard fixé sur l'âtre. J'étais de l'autre côté de la place, près des arbres. Je n'arrivais pas à dormir. J'observais la maison depuis des heures, me demandant si Agnès allait revenir. Et puis, j'ai vu une silhouette contourner la maison.
Un homme de grande taille. J'ai d'abord cru que c'était un agent de police, peut-être en train de faire une vérification. Mais il est allé trop vite. Il n'a pas frappé. Il a juste fait le tour par l'arrière. « Avez-vous vu son visage ?» demanda doucement Miss Marple. Il hocha la tête, mais à voix basse. C'était le révérend Prowse. Miss Marple resta silencieuse un instant. Le nom resta entre elles comme une pierre tombée. Le vicaire, doux, nerveux, pieux, avait toujours semblé plus effrayé par le crime que capable d'en commettre un. Mais la peur, elle le savait, était rarement simple. Parfois, elle masquait la culpabilité. Parfois, elle la créait. « Tu es sûr ?» dit-elle enfin. J'ai vu la lumière du bureau. Puis la silhouette est passée devant la fenêtre. 1 minute plus tard, la fenêtre était ouverte et quelqu'un est sorti. Pas vite, presque prudemment, comme s'il ne voulait rien déranger. Et pourtant, Victor Copley gisait mort à l'intérieur. Colin passa une main dans ses cheveux humides. Je ne savais pas quoi faire. Je l'ai suivi un peu à travers la haie. Il est retourné au presbytère, est entré comme si de rien n'était. J'ai pensé, peut-être que je me trompais, peut-être que je l'avais imaginé. Mais ensuite, j'ai vu que les papiers avaient disparu. Miss Marple se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. Le village, au loin, était silencieux, mais pas endormi. « Je soupçonne depuis longtemps, dit-elle doucement, que le révérend Antonin Chantom savait plus qu'il ne l'admettait. Mais il semble maintenant qu'il soit lui-même impliqué dans l'affaire. » Ils rencontrèrent l'inspecteur Cray le lendemain matin, juste au moment où les premières gouttes de pluie recommencèrent à tomber. Les nuages étaient épais, menaçants, et la cloche de l'église sonnait d'un ton plat et métallique dans l'air humide. Miss Marple raconta les événements avec clarté. La déclaration de Colin, les documents volés et le registre caché d'Evelyn. Le visage de Cray s'assombrit tandis que les pièces s'organisaient. « Je n'ai jamais aimé cet homme, » murmura-t-il. Trop désireux de plaire, toujours à s'excuser. « La culpabilité peut engendrer les bonnes manières, » murmura Miss Marple. « Mais la question est, de quoi est-il coupable exactement? Du meurtre, de la dissimulation, ou de quelque chose d'encore plus ancien? » Ils ne l'abordèrent pas immédiatement. Mademoiselle Marple suggéra plutôt qu'ils se rendent discrètement au presbytère, sous prétexte d'apporter du thé et de discuter. Le révérend Prowse les reçut dans son bureau, son calme habituel s'effritant visiblement. « Je dois avouer, Miss Marple, dit-il en jouant avec un étui à lunettes cassé, que ces événements m'ont laissé profondément bouleversé. Je ne sais plus par où commencer mes sermons ces derniers temps. J'imagine que la mort récente de M. Copley vous a beaucoup perturbé, dit-elle d'un ton prudent. Ses yeux se posèrent sur elle. Oui, tragique. Quel malheur après. Tous ces désagréments. Elle pencha la tête. Tu le connaissais bien. Seulement professionnellement. Il a fait un don à l'église il y a quelques années, mais je ne lui ai jamais vraiment fait confiance. Miss Marple haussa les sourcils. Vraiment? Et pourtant, vous avez visité la résidence Wren hier soir. Vous êtes entré par le jardin, je crois? Prowse resta immobile. Sa main s'arrêta à mi-chemin de sa tasse de thé. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Colin s'avança d'une voix ferme. Je vous ai vu, révérend. Depuis le pré, vous êtes entré par derrière, et vous êtes parti juste avant qu'il ne trouve le corps de Copley. Le vicaire le fixa du regard, puis ses épaules s'affaissèrent. Je ne l'ai pas tué, dit-il d'une voix rauque. Je te le jure. Mais si j'étais là. Miss Marple attendait. Il m'a convoqué, dit Prowse d'une voix à peine audible. Monsieur Copley, il a dit qu'il avait quelque chose à me montrer, quelque chose d'important concernant le testament d'Harold. Je n'en ai parlé à personne parce que j'avais peur de ce que cela pourrait être, de ce à quoi cela pourrait ressembler. Vous êtes arrivé avant ou après sa mort? Après, murmura-t-il. Je le jure. La fenêtre était ouverte quand je suis arrivé. Je suis monté à l'intérieur et je l'ai vu par terre. Je n'ai rien touché, j'ai paniqué. Je me suis dit que si j'appelais la police, ils me le reprocheraient. Alors je suis parti. Pourquoi vous en voudrait-il? Demanda doucement Miss Marple. À moins que vous ne leur ayez donné raison. Ses mains se crispèrent. Parce que j'ai rédigé le premier testament lié à l'église. Un silence stupéfait régnait. La pluie frappait doucement les fenêtres.
Je ne voulais pas, dit-il. Mais Harold, il m'a demandé. Il a dit qu'il voulait la rédemption. Il a dit que s'il donnait tout à l'Église, cela pourrait compenser ses torts. Mais le véritable testament n'a jamais été finalisé. Je lui ai dit que j'en rédigerais une copie, quelque chose de propre. Nous avons brûlé l'original. Il était censé le signer, mais il a changé d'avis. Il a dit qu'il voulait finalement le donner à son neveu. Et puis, il a disparu. « Et vous avez gardé la copie falsifiée », dit Miss Marple. « Je n'avais pas le choix », répondit Prowse. « C'était trop tard. » Agnès l'a soutenue. Elle voulait honorer l'intention première. Alors je l'ai abandonnée. « Et quand Copley a découvert la vérité ?» demanda froidement. « Cray. » Prowse secoua la tête. « Il m'a menacé. Il a dit qu'il le dirait à tout le monde. Il a dit que je serais ruiné. Il voulait que je récupère le dernier registre, que je le détruise. Mais je n'ai pas réussi à le retrouver. Evelyn avait déjà disparu. « Et maintenant il est mort, » dit Cray d'une voix dure. « Je ne l'ai pas tué, » répéta Prowse. « Mais j'ai menti. 2 fois. D'abord à propos du testament, puis à propos d'hier soir. J'ai été lâche, mais je ne l'ai pas poussé. » Miss Marple le regarda fixement. « Non. Je crois que non. » Cet après-midi-là, l'orage éclata enfin, déferlant sur la lande en violentes rafales. La pluie fouettait les fenêtres, et le tonnerre résonnait comme un coup de canon. Miss Marple était de nouveau assise seule, carnet ouvert, relisant la lettre d'Evelyn, le récit de Colin et la liste des noms inscrits dans le registre. Un nom apparaissait sans cesse, subtilement, dans les marges, toujours à côté des plus grosses transactions d'Harold. G.H. Ni Copley, ni Prowse, ni même Agnès, mais quelqu'un d'autre, quelqu'un toujours à la périphérie. Et puis elle s'est souvenue. À l'enterrement, un des invités s'était attardé près du cercueil. Un homme indéfinissable, chapeau gris, manteau gris. Il disait que c'était un vieil ami d'Harold, du club. Et maintenant, il était parti. Miss Marple tourna la dernière page de son carnet et écrivit « L'homme au chapeau gris, l'invité qui a menti 2 fois ». Elle ferma lentement le livre, son visage indéchiffrable. Demain, elle visiterait le club. Et elle retrouverait l'homme dont personne ne se souvenait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Chapitre 7. Le portrait sans yeux. C'était juste avant le crépuscule, lorsque Miss Marple arriva au club des gentlemen d'Alberton, la pluie crachant légèrement sur les marches de marbre, comme pour hésiter à troubler l'atmosphère de grandeur passée qui imprégnait les lieux. Le portier, un homme d'un certain âge au visage de cuir bouilli, la regarda avec une suspicion à peine dissimulée, tandis qu'elle lui tendait une carte de visite trempée par la pluie. « Le cousin d'Harold Wren », dit-elle vivement, même si le lien était plus honorifique que familial, et une très vieille connaissance du colonel Weatherby, s'il a encore une chaise près du feu. La mention du colonel ouvrit les portes plus vite que n'importe quel nom. 10 minutes plus tard, elle était assise dans un salon lambrissé d'acajou qui sentait le vieux cognac, la fumée de pipe et les secrets polis dans les meubles depuis des décennies. Des portraits étaient alignés au mur. Des hommes raides portant des perruques poudrées, quelques-uns en tenue de marine, un en tenue de chasse au renard. Mais c'est le tableau au fond, légèrement à l'écart des autres, qui attira l'attention de Miss Marple. Un homme était assis, raide sur une chaise, l'expression indéchiffrable, les mains jointes sur les genoux. Mais les yeux, là où ils auraient dû être, n'étaient que 2 taches sombres, comme si le temps lui-même avait effacé le regard. La peinture était intacte ailleurs, sans s'écailler ni se décolorer. C'était un geste délibéré. Elle se leva et traversa la pièce, examinant la toile. Sous le cadre, la plaque signalétique en laiton indiquait « G.H. Donateur, 1939 ». Pas de nom de famille, juste les initiales, telles qu'elles apparaissaient dans le livre de compte d'Harold, encore et encore, à côté des sommes versées discrètement et régulièrement au fil des ans. De l'argent, qui avait disparu sans laisser de traces jusqu'à présent. Une toux derrière elle attira son attention. Le colonel Weatherby, toujours droit dans son blazer et sa moustache militaire, lui adressa un demi-sourire en s'appuyant sur sa canne. « Je savais que tu trouverais ton chemin jusqu'ici, Jane. Tu y arrives toujours ?» Elle lui rendit son sourire avec chaleur. « Je ne viens jamais sans raison, colonel. » Il fit un geste vers le portrait. Ce type, un peu mystérieux, peint par l'un des nôtres, juste avant la guerre.
On ne parle pas beaucoup de lui. Il passait de temps en temps, il parlait rarement. Wren l'a accueilli une fois, je crois. Il prétendait qu'il était consultant juridique, ou quelque chose du genre. Pas de nom complet? Demanda-t-elle. Il n'a jamais signé le livre d'or que de ses initiales. GH. La rumeur disait qu'il n'était pas tout à fait ce qu'il prétendait être. Mais vous savez comment les hommes sont avec les secrets. Mieux vaut les laisser tranquilles que de semer le trouble. Elle s'approcha du feu et se réchauffa les mains. Tu te souviens à quoi il ressemblait? Grand, mince, un peu le visage d'un faucon. Il portait toujours le même manteau, gris, comme un pardessus de banquier. La seule chose bizarre, c'était ses yeux. Les yeux? Le colonel fit un signe de tête vers le portrait. Ils ont été recouverts de peinture plus tard. Certains ont cru à une farce. D'autres ont murmuré qu'il l'avait cherché. D'autres ont dit que ses yeux l'avaient trahi. Les doigts de Miss Marple s'arrêtèrent près de la flamme. Et qui était le peintre? La nièce d'Harold Wren, il y a des années. Une jeune fille talentueuse, assez délicate. Elle a perdu la raison pendant la guerre, je crois. Elle n'a plus jamais parlé après 1944. Miss Marple se retourna, ses pensées changeant. Un portrait sans yeux. Une fille réduite au silence. Un homme qui payait pour être oublié. Ce soir-là, de retour à Saint. Aidan, le vent soufflait avec agitation, dans les arbres, et un froid glacial envahissait les murs du cottage. Mademoiselle Marple était assise près du feu, relisant ses notes. Les initiales GH apparaissaient trop souvent pour être anecdotiques. Toujours à côté des paiements étiquetés « consultation » ou « examen de transfert ». Harold avait tenté d'enterrer quelque chose, et cet homme, ce fantôme en gris, avait été grassement payé pour son aide. Elle se tourna vers la dernière lettre d'Evelyn Carter, remise par l'agent Marsh. La note était brève. Je me souviens de GH maintenant. Il utilisait un autre nom quand je l'ai rencontré, Monsieur Hell, un avocat qui ne déposait jamais rien. Il rendait visite à Harold tous les mois, toujours tard. La dernière fois, c'était la veille du décès d'Harold. Il avait apporté une enveloppe. Miss Marple expira lentement. L'homme sans nom était de retour. La question était, où était-il passé? Elle avait besoin de la liste de tous les invités aux funérailles d'Harold. Elle appela l'inspecteur Cray et le lendemain matin et le retrouva au presbytère. Le révérend Prowse, bien que pâle et las, lui tendit le registre sans résistance. Miss Marple feuilleta les noms, chacun écrit en cursive élégante, jusqu'à ce que l'un d'eux attire son attention. Monsieur George Hale, Londres. Il était là, GH. Vous vous souvenez de lui, révérend? Demanda-t-elle. Prowse hocha la tête à contre-cœur. Il est arrivé tôt. Il s'est assis au fond. Il n'a parlé à personne. Et il est parti avant que le cercueil ne soit scellé? Oui, j'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai supposé qu'il vivait son deuil à sa manière. Elle le remercia et retourna chez elle pour consulter la seule personne qui pouvait encore savoir où GH était allé, Agnès Wren. La veuve, maintenant pâle et fragile à cause de son effondrement, était assise dans son salon sous une couverture, les yeux prudents mais clairs. « Vous le connaissiez sous le nom de Monsieur Hale », dit Miss Marple. Agnès tressaillit. Il n'était pas censé revenir. C'était entendu. Il a aidé Harold avec des choses, des documents. Il valait mieux ne pas en parler. Comme transférer la propriété d'un bien immobilier, rédiger un testament sans témoin. Agnès détourna le regard. On avait besoin qu'il disparaisse après les regrets d'Harold. Il était payé pour disparaître. Mais je l'ai vu à l'enterrement. Il m'a observé tout le temps. Sais-tu où il est maintenant? Non, murmura-t-elle. Mais j'ai quelque chose qu'il a laissé derrière lui. D'un tiroir de son bureau, elle sortit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photographie, prise subrepticement. Harold, GH et un autre homme, peut-être plus jeune, dont le visage était détourné de l'objectif. Au dos, au crayon, était griffonné « Si jamais cela se réalise, vous le ferez aussi ». Une menace. Miss Marple partit avec la photo et rentra chez elle sous une bruine glaciale qui trempa son châle et la glaça jusqu'aux os. Elle s'assit de nouveau devant le feu, reconstituant l'histoire. Harold travaillait avec G.H. George Hale depuis des années. Cet homme avait probablement contribué à manipuler des documents juridiques, à lever des obstacles, à falsifier des documents. Evelyn le savait, peut-être le soupçonnait-elle.
Quand Harold tenta de rétablir la situation, GH revint, et Harold disparut dans le clocher. Copley avait découvert trop tard l'implication de GH. Il avait tenté de récupérer les preuves, mais il avait fini mort dans une pièce fermée à clé. Prowse avait menti par peur. Agnès avait gardé le silence par culpabilité. Mais GH était le dernier invité. Et il avait menti 2 fois. Une fois, il a prétendu quitter le monde d'Harold. Et encore une fois, lorsqu'il se tenait à l'arrière de l'enterrement et qu'il partait avant la fin. Parce que Miss Marple, dans son infinie habitude d'observer les visages que les autres ne voyaient pas, s'est souvenue de quelque chose. L'homme n'était pas parti tôt. Elle l'avait aperçu près de la porte du cimetière, au moment où le cercueil était descendu, juste derrière Leaf. Il avait observé, puis il avait disparu. Elle appela immédiatement l'inspecteur Cray. « J'ai besoin d'accéder à la crypte de l'église. » Cray gémit. « Tu es devenu complètement fou, n'est-ce pas ?»« Pas fou, inspecteur, méthodique. » En moins d'1 heure, lanternes à la main, ils descendirent les étroites marches de pierre sous la chapelle. L'odeur était celle de l'humidité et de la vieille poussière, des recueils de cantiques moisis et des saints oubliés. Ils atteignirent le caveau tout au fond, celui récemment perturbé lors de réparation des fondations. Et là, derrière un panneau détaché, ils l'ont trouvé. Une sacoche. À l'intérieur, des lettres, des projets de loi et une dernière enveloppe adressée à Jim de la main d'Harold. Miss Marple l'ouvrit avec des doigts sûrs. « Jeanne, si vous avez trouvé ceci, alors je suis probablement irrécupérable. Hale est là. Il n'est pas venu pour l'argent, mais pour le silence. Je ne peux pas l'en empêcher. J'ai essayé de faire connaître la vérité à Colin, mais il ne l'a jamais obtenue. Le portrait peint par Evelyn, il lui a fait détruire les yeux. Il a dit qu'il était méconnaissable. Il était là quand c'est arrivé, quand la vieille femme est morte et que le testament a disparu. Il l'a enterré avec elle. Dis à Colin que j'ai essayé. Harold, Miss Marple ferma les yeux. La vérité ultime était enfouie non dans des registres ou des testaments, mais dans un cercueil. Une vieille femme, un testament disparu, et l'homme qui était revenu pour l'enterrer à jamais. Et maintenant, elle savait où creuser. Chapitre 8. Le murmure sous la tribune du chœur. L'orage frappa juste après minuit, un grondement profond et guttural qui secoua les vitraux de Saint-Jude et fit trembler les chevrons comme les ossements d'une chose morte depuis longtemps. La pluie tombait de biais, le vent sculptait les murs de la chapelle, s'infiltrant dans les fissures entre la pierre et le lierre. Dans cette nuit agitée par la tempête, l'église se dressait telle une sentinelle solennelle sur les secrets qu'elle avait secrètement gardés pendant des années. Aucun n'était plus pressant que celui qui empêchait Miss Marple de dormir dans son fauteuil, tricotant à l'abandon, les pensées bourdonnantes. La dernière lettre d'Harold Wren l'avait clairement exprimé. Quelque chose était enfoui. Non pas au sens figuré, mais au sens propre. Une vieille femme, un vieux testament et un vieux mensonge. Un mensonge que George Hale, ou GH comme il préférait être appelé en silence, avait contribué à faire disparaître, enfoui dans la mort, là où personne ne penserait à regarder. Mais Harold s'en souvenait, et Miss Marple aussi. Elle se leva d'un pas mesuré, s'enveloppa d'un châle et prit la lanterne sur l'étagère. Les routes étaient dangereuses dans l'obscurité, mais elle marchait avec le calme de celle qui avait distancé bien des tueurs par des temps plus rigoureux. Lorsqu'elle atteignit l'église, le vent s'était calmé, comme si la tempête s'était épuisée. L'air sentait la pierre, la cire et la terre humide. Les portes de la chapelle étaient déverrouillées. Le révérend Prowse avait pris l'habitude de les laisser ouvertes la nuit, un acte de piété, disait-il, ou peut-être une pénitence. Miss Marple se glissa à l'intérieur, les lourdes portes grinçant derrière elle. La nef n'était éclairée que par la lueur vacillante de la lampe du sanctuaire et le faible clair de lune filtrant à travers les vitraux. Le chœur se dressait au-dessus, sa tribune plongée dans l'ombre. Mais ce n'était pas l'étage qui l'intéressait. C'était ce qui se trouvait là, sous. Elle descendit lentement l'allée centrale, ses pas étouffés sur le tapis usé. À gauche de l'autel, derrière un rideau de velours d'un bordeaux terne, une porte étroite menait aux marches de la sacristie et, de là, au passage secret derrière les stalles du chœur. Peu de gens connaissaient le petit vide, sanitaire sous la tribune, autrefois utilisé par les choristes au XIXe siècle pour accéder aux cordes des cloches et au stockage des bougies,
depuis longtemps muré à une extrémité et oublié. Mais Miss Marple se souvenait d'une conversation avec Agnès Wren, plusieurs semaines auparavant, après les funérailles, où la veuve avait évoqué sa jeunesse à Saint-Aidan. Elle avait mentionné s'être cachée de sa gouvernante derrière la tribune du chœur. Ce même dimanche, Miss Marple avait remarqué son sursaut lorsque les garçons avaient chanté depuis la galerie, comme si le son de leur voix avait réveillé une terreur enfouie. Elle s'accroupit au fond de l'espace et poussa la trappe basse en bois. La poussière et le temps s'en échappèrent, ainsi que l'odeur caractéristique du chiffon humide et de la cire. Elle se faufila à l'intérieur, lanterne levée. Le vide sanitaire ne mesurait pas plus d'1,20 m de haut et descendait en pente douce vers le mur de l'abside. Des rats avaient fait leur nid dans les coins. Des toiles d'araignées pendaient comme des rideaux. Mais malgré la sécheresse des années, quelque chose attira son attention. Une parcelle de terre remuée près de la base du pilier arrière, à côté de la niche murée. Elle avait été récemment déplacée. Elle posa la lanterne et, se servant d'un étroit chandelier en fer qu'elle avait apporté à cet effet, commença à creuser. À 3 pouces sous le sol, elle heurta du bois. Avec précaution, elle dégagea le dessus, révélant une boîte pas plus grande qu'une Bible, du cèdre, finement travaillé, avec un loquet en laiton terni. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier vélin plié, jauni mais intact. L'encre était passée, la signature précise. Testament de Millicent Faraday. Miss Marple se rassit. Millicent Faraday était morte 2 ans plus tôt, veuve recluse, sans famille connue et sans fortune. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Mais cette volonté était différente. Il désignait Harold Wren comme exécuteur testamentaire et Evelyn Carter comme bénéficiaire principal. Il contenait également des informations sur 3 propriétés, un compte d'investissement et, surtout, une référence à un acte supplémentaire concernant la propriété légale d'un cottage dont on sait maintenant qu'il est occupé par un certain George Hale, sous le nom de Monsieur Langton. Miss Marple a lu la ligne de signature 3 fois. Millicent l'avait effectivement signée, et cela signifiait que c'était valable. Elle se leva, rangeant soigneusement la boîte dans son sac. Le vent s'était à nouveau levé, sifflant à travers les fissures des murs du chœur. Un bruit s'éleva derrière lui. Pas exactement du vent, mais quelque chose de doux. Une voix. Elle s'est figée. « Pourquoi es-tu ici ?» C'était à peine audible. Un murmure. Pas imaginé. Miss Marple se retourna brusquement, lanterne levée. Une silhouette se tenait au fond du vide sanitaire, à moitié dans l'ombre, faiblement éclairée par la lueur de la lune à travers les étroites fentes des vitraux. C'était Evelyn Carter. « Je t'ai suivi, » dit Evelyn. « J'ai deviné où tu irais. Je me suis souvenu de l'histoire qu'Agnès nous racontait quand nous étions enfants, à propos de la cachette. Je me suis dit que peut-être... » « Tu avais raison. » Miss Marple hocha la tête. « J'espérais que vous viendriez. » Evelyn s'approcha, la lumière révélant son visage pâle, crispé par l'insomnie. « Il était là cette nuit-là, n'est-ce pas ?» Hale. « Oui, au chevet de Millicent. Je crois qu'Harold l'a amené. Peut-être pour l'aider à finaliser ses derniers préparatifs, ou pour s'assurer que le testament soit signé. Mais quelque chose a changé. »« Elle a changé d'avis ?» murmura Evelyn. « Ou peut-être qu'elle a vu quelque chose. » Elle a compris qui était vraiment George Hale. Evelyn s'agenouilla à côté d'elle, touchant le coin du testament avec des doigts tremblants. « Il m'a fait croire qu'elle n'avait rien laissé, » murmura-t-elle. « Que j'avais imaginé la conversation. Qu'Harold était simplement gentil, qu'il compensait des années de sous-paiement. Mais ceci prouve le contraire, » dit Miss Marple. « Et cela explique pourquoi Harold a tenté de tout remettre en lumière. Il savait que ce testament avait été caché. Peut-être même a-t-il contribué à l'enterrer, sous la pression. Mais sa conscience ne lui permettait pas de rester enfoui. Ils sortirent du vide sanitaire tandis que les premiers rayons de l'aube teintaient les fenêtres de la chapelle d'une lumière hésitante. L'orage était passé. Le village, à l'extérieur, dormait encore, ignorant qu'une volonté cachée venait de surgir de siècles de silence. À midi, l'inspecteur Cray était assis au cottage de Miss Marple, le testament étalé devant lui, la mâchoire serrée dans une satisfaction sinistre. « Cela change tout, » a-t-il déclaré. « Cela confirme que George Hale avait un mobile, » répondit mademoiselle Marple. « Pas seulement financier, mais pour éliminer toute personne au courant des intentions initiales de Millicent. Harold Copley,
peut-être même Millicent elle-même. Et Agnès était sur le point d'être la prochaine, ajouta doucement Miss Marple. Le laudanum, la fausse lettre. Quelqu'un a voulu la pousser à bout, faire passer ça pour de la culpabilité. Mais Evelyne a survécu, dit Cray en lui jetant un coup d'œil. Et elle a gardé le registre. Evelyne détourna le regard, les yeux cernés. Je voulais croire qu'Harold avait finalement fait ce qu'il fallait, mais je ne savais pas si j'aurais le courage d'affronter ce que cela signifiait. Le courage, dit gentiment Miss Marple, est rarement un cri de joie, ma chère. Parfois, c'est juste la volonté de tenir bon jusqu'à ce que la vérité puisse enfin respirer. Plus tard dans l'après-midi, un télégramme arriva au bureau de l'inspecteur. Un certain George Hale, sous le pseudonyme d'Arthur Langton, avait réservé un billet pour la France en ferry sous une fausse identité. Le départ était prévu pour le lendemain matin. Miss Marple plia lentement le fil et leva les yeux vers Cray. « Tu devras l'arrêter ce soir. » Cray se leva. « On enverra 2 hommes, discrètement. » Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Miss Marple prononça une dernière phrase. « Regarde son manteau, la poche intérieure gauche. » Cray se retourna. « Pourquoi ?»« Parce que c'est là qu'il garde le couteau. » Chapitre 9. Le poison qui n'était pas censé tuer. La pluie revint en force le soir de l'arrestation de George Hale. Elle balaya les champs tel un avertissement biblique, s'abattant sur les fenêtres de Saint. Aidan avec l'insistance amère d'une vérité depuis longtemps enfouie. L'inspecteur Cray et 2 agents attendaient au terminal des ferries de Douvres, col relevé pour se protéger du vent, les yeux rivés sur la démarche lente et déterminée de l'homme, au pardessus gris et au fedora. Lorsqu'ils s'avancèrent pour l'arrêter, il ne résista pas. Il se contenta de sourire, de ce sourire qui n'atteint pas les yeux, et dit « Vous êtes arrivés plus tard que prévu. » Dans sa poche intérieure gauche, précisément là où Miss Marple l'avait prédit, se trouvait une petite lame gainée de cuir, ni ensanglantée, ni dégainée, mais bien là, de retour à Saint. Aidan, la nouvelle de l'arrestation, n'avait pas encore atteint la majeure partie du village, mais la tempête avait suscité un phénomène plus local, plus insidieux. Chez les Wren, Agnès fut retrouvée effondrée sur le sol de sa chambre. Une carafe de xérès renversée, le tapis taché d'un liquide plus foncé. C'est elle-ci, la femme de chambre, qui la découvrit, criant à l'aide dans le couloir. À l'arrivée du docteur Rhodes, Agnès était consciente mais confuse, son pouls palpitant comme un oiseau pris au piège. Le médecin soupçonna une overdose, peut-être volontaire, jusqu'à ce que Miss Marple arrive et remarque quelque chose d'étrange. La carafe avait été déplacée depuis qu'Agnès avait servi le verre. Pas assez pour être nettoyée, juste déplacée. Une légère odeur chimique subsistait sur la douceur habituelle du vin fortifié. Des notes d'amandes amères, atténuées et piquantes. Et plus révélateur encore, Agnès n'avait pas terminé son verre. Miss Marple se pencha doucement. « Agnès, dis-moi, as-tu servi ce verre toi-même » Agnès cligna lentement des yeux. « Non, non, j'ai dit à Elsie que j'avais besoin de quelque chose pour me calmer. Elle m'en a parlé, m'a dit qu'elle m'en avait déjà servi un plus tôt dans le salon. J'ai cru qu'elle voulait dire que c'était la même carafe. » « Ce n'était pas le cas, » murmura Miss Marple. « Quelqu'un voulait que tu boives ce verre-là. Pas n'importe lequel, celui-là. » Cray arriva peu de temps après, fatigué et trempé par le voyage côtier, mais alerte lorsque Miss Marple lui dit ce qu'elle soupçonnait. « Du cyanure ?» demanda-t-il. « Trop rapide pour être une erreur, » répondit-elle. « Mais il n'y en avait pas assez pour la tuer. Juste assez pour l'effrayer. Ce n'était pas censé la tuer, c'était un message. Un avertissement. »« De Hale ?» Miss Marple secoua la tête. « Non, je crois que Hale est un homme qui préfère la certitude. C'était la main de quelqu'un d'autre. Quelqu'un encore au village. Quelqu'un qui a besoin qu'Agnès se taise, mais pas morte. » Cray fit les 100 pas pensifs. Elsie a apporté la boisson. Mais qui l'a donnée à Elsie? C'était la question. Miss Marple rendit visite à la jeune fille dans la cuisine plus tard dans l'après-midi, où elle était assise, fumant comme une chaîne près de la fenêtre de l'office, serrant des mains cachées sous la table. « Elle a dit qu'elle voulait du sherry, » murmura Elsie. « Je viens d'en chercher. » Je pensais que c'était inoffensif. Je jure que je l'ignorais. « Qui était dans le salon avant votre entrée ?» Elsie hésita. « Le révérend Prowse est passé. Juste un instant. Il a dit qu'il prenait de ses nouvelles. »
Miss Marple pinça les lèvres. Était-il seul avec la carafe? Je ne sais pas. Je suis allé ouvrir la porte. Il y avait une livraison. Et quand je suis revenu, il était parti. Miss Marple se leva. Et pourtant, le verre était plein. Ce soir-là, elle s'assit de nouveau près du feu, relisant ses notes. Hale avait contribué à falsifier et à détruire des testaments. Mais il n'avait pas empoisonné Agnès. Agnès avait été réduite au silence, non pas par lui, mais par quelqu'un terrifié à l'idée qu'elle puisse maintenant parler, enhardie par l'arrestation de Hale. Miss Marple retourna au registre. Un nom qu'elle avait déjà entouré une fois se détacha, le révérend Prowse. Encore une fois. Elle a demandé un rendez-vous privé le lendemain matin. Le vicaire, hagard et épuisé par la tempête de révélation, ouvrit la porte du presbytère avec une politesse hésitante. « Mademoiselle Marple », la salua-t-il, « je suppose que vous avez entendu parler de la pauvre Agnès. »« Oui, oui, dit-elle d'un ton neutre, et je soupçonne que vous en savez plus que vous ne l'avez dit à quiconque. » Ils étaient assis dans le bureau. Une horloge faisait tic-tac. La pluie frappait la fenêtre comme des doigts. « Vous lui avez rendu visite juste avant qu'elle soit retrouvée, » dit Miss Marple. « Oui, a-t-il admis. Elle m'a demandé de prier avec elle. »« Mais tu n'as pas prié. » Il déglutit. « Non. »« Qu'as-tu apporté avec toi ?»« Rien. Juste une brochure. » Miss Marple ouvrit son sac à main. À l'intérieur se trouvait la même brochure, retrouvée plus tard par terre chez Agnès, pliée à l'intérieur, l'étiquette déchirée d'un petit flacon de médicaments. Miss Marple lut à voix haute. « Acide prussique dilué, pour nettoyage chimique. Vendu uniquement sur autorisation. Et pourtant, j'ai trouvé ça dans votre brochure, dans sa chambre. » Prowse la fixa du regard. « Je n'ai pas essayé de la tuer. »« Non, dit Miss Marple. Mais tu as essayé de lui faire peur. » « Pourquoi ?» Il s'affaissa. « Parce qu'elle m'a dit qu'elle allait tout avouer. Le faux testament. L'implication de Hal. Même mon rôle. Je ne voulais pas qu'elle meure, mais je pensais que si elle se taisait, on pourrait en finir tranquillement. » Miss Marple le regarda avec un calme terrible. « Vous l'avez empoisonnée juste assez pour la faire douter d'elle-même, pour lui faire craindre que parler n'ait des conséquences. Je n'avais pas le choix. »« On a toujours le choix, » dit-elle froidement. « Et tu as choisi la lâcheté. » Cray l'arrêta discrètement, et le village n'apprit jamais tous les détails. On apprit seulement que le vicaire avait pris un congé prolongé et qu'un vicaire temporaire était arrivé par train le jeudi suivant. Mais Miss Marple avait encore des questions. Pourquoi Harold Wren avait-il écrit cette dernière lettre? Pourquoi avait-il nommé Evelyn Carter? Pourquoi n'avait-il jamais signé ce testament, celui en faveur de Colin? C'est Evelyn qui a fourni la réponse. Elle est arrivée au chalet tard un soir, les cheveux attachés en arrière, les mains gantées malgré la chaleur. Il avait peur, dit-elle. Pas de Hale, pas d'Agnès, mais de Colin. Miss Marple cligna des yeux. Colin? Il a découvert qu'Harold prévoyait de signer le Nouveau Testament, celui qui le nommait héritier, et il était furieux. Furieux? Pourquoi? Parce que ça l'a rendu visible. Cela a braqué les projecteurs sur lui. Et il ne le souhaitait pas. Il voulait laisser son passé intact, son nom propre, sans lien avec une fraude, un scandale ou une enquête criminelle. Miss Marple se rassit, pensive. « Tu crois que Colin ne voulait pas d'argent? Je crois qu'il ne voulait pas que des ordres qui l'accompagnaient. » Alors, il a essayé d'empêcher Harold de le signer? Non, mais il a dit à Harold qu'il irait voir la police. Pour tout. Pour Hale. Pour le Vieux Testament. Pour les fausses signatures. Harold a paniqué. Il a cru que Colin bluffait. Miss Marple fixait le feu. Mais il n'y était pas. Et Harold a disparu dans le clocher. La voix d'Evelyn tremblait. « Tu crois que Colin l'a poussé? »« Non, dit Miss Marple. Mais je pense qu'il savait qu'Harold irait là-bas pour se cacher, pour réfléchir. Et je crois qu'il l'a suivi. Je crois que Colin l'a vu monter les escaliers. Et je crois qu'il a laissé là, sachant ce qui pouvait arriver, connaissant le risque. Et il n'a rien fait. » Evelyn détourna le regard. « C'est un meurtre? »« Non, » murmura Miss Marple. « Mais c'est presque. » Cette nuit-là, alors que la pluie cessait enfin et que le silence
Revenez au village. Miss Marple était assise à sa fenêtre, son thé intact, regardant la brume s'élever au-dessus du toit de la chapelle. Quelque part en bas, sous la pierre et le souvenir, la vérité attendait depuis des années d'être découverte. Elle a ouvert son carnet. Et j'ai écrit une seule ligne. Harold est mort de peur de toutes parts. Le poison était présent dans le village bien avant d'être dans un verre. Puis, en dessous, une autre ligne. Et la réponse finale se trouve dans le jardin. Chapitre 10. La tasse de thé laissée intacte. C'était le silence qui troublait le plus Miss Marple. Un silence étrange qui s'installa sur St. Aidan's peu après que le révérend Prowse eût été emmené dans une voiture silencieuse en direction de Londres. Le vent était tombé, la pluie avait cessé de claquer sans cesse, et le village, autrefois empli de rumeurs et de pas hésitants, semblait maintenant retenir son souffle. L'air lui semblait plus lourd, comme si quelque chose se cachait derrière le silence, attendant d'expirer. Et au milieu de ce silence, la nouvelle arriva. Une fois de plus, quelqu'un était mort. Le télégramme arriva à 8h10 précises du matin, délivré par le frère cadet de Billy Thatcher, encore trop petit pour l'uniforme, mais suffisamment agile pour se frayer un chemin dans les chemins boueux. Miss Marple ouvrit l'enveloppe d'un geste calme, ses yeux parcourant le message 2 fois avant que ses lèvres ne forment une ligne fine et illisible. Jardin. D'Harold Wren. Corps découvert. Identifié. Evelyn Carter. Cause. Incertaine. Retrouvé près d'une tasse de thé. Cray. Le corps avait été enterré à faible profondeur, à moitié dissimulé sous la haie de romarin envahissante qui bordait la clôture arrière de la propriété de Wren. Seul un fragment de tissu pâle était visible au-dessus du sol, accroché par le râteau d'un jardinier qui s'était accroché à la manche et avait tiré sur quelque chose qui n'aurait jamais dû se trouver sous terre. Le corps d'Evelyn était légèrement recroquevillé, les yeux clos, la tasse de thé intacte à sa main. Miss Marple arriva juste après que les agents eurent bouclé l'espace avec des cordes grossières et un regard désapprobateur. L'inspecteur Cray se tenait à proximité, les bras croisés, les bottes humides, le regard fixé sur le trou avec l'expression d'un homme hanté par trop d'histoires inachevées. « Elle n'était pas censée être retrouvée », murmura-t-il à l'approche de Miss Marple. « Pas encore. Pas maintenant. » Miss Marple resta silencieuse un instant. Son regard s'attarda sur la tasse, en porcelaine, familière. Un élément du même service à thé qu'Harold Wren conservait dans son bureau depuis des décennies. Elle se tourna vers Cray. « Où est le reste du décor ?» Cray fit un geste vers la maison. Dans le garde-manger, intact, une tasse de thé manquante. Elle correspond à celle qu'elle tenait à la main. Miss Marple s'approcha, s'agenouillant prudemment au bord de la terre remuée. L'expression d'Evelyn était sereine, presque trop posée. Aucun signe de lutte, aucune panique, aucune trace de sang. Elle aurait pu se reposer si ce n'était la finalité de la situation. « On ne la trouverait pas », répéta Miss Marple. « Mais quelqu'un est revenu. Quelqu'un l'a déplacée. Je ne crois pas qu'elle soit morte ici. » Cray fronça les sourcils. « Tu as déplacé un corps dans le jardin sans laisser d'empreinte. »« Elle était légère, » dit doucement Miss Marple. « Et il n'a pas plu. Depuis 2 jours. Si on l'avait amené ici hier soir, avec précaution, on aurait pu y arriver. » Elle baissa les yeux vers la tasse de thé. Pas de casse, pas d'éclat. Ce n'est pas une tasse tombée, c'est une tasse en miss. Cray secoua la tête. Elle a disparu il y a 2 nuits, après notre rencontre. Nous pensions qu'elle était partie se reposer. Elle n'est jamais revenue. Elle savait quelque chose, murmura Miss Marple, et quelqu'un savait qu'elle allait le dire. À l'intérieur de la maison Wren, le bureau était resté quasiment intact. Les lourds fauteuils se faisaient de face, comme s'ils attendaient la reprise d'une conversation. Le plateau à thé était posé sur le buffet, légèrement saupoudré. 4 tasses étaient en place. Il en manquait une. Miss Marple se pencha sur le plateau. « Il y avait des invités, dit-elle. 4. Une tasse n'est jamais revenue. » Cray soupira. « Qui était-il ? Harold, Copley, Evelyn et quelqu'un d'autre. » Cray se frotta l'arête du nez. « Ne me le répète plus, Colin. » Miss Marple se redressa. « Non, pas Colin. Il observait depuis le pré ce soir-là. Vous vous souvenez, il a vu le révérend entrer, mais il n'a pas vu Evelyn partir. Tu penses que quelqu'un d'autre est entré après son départ ? Je pense que quelqu'un était déjà là ici,
répondit Miss Marple. Elle se dirigea vers le coin du bureau et s'agenouilla de nouveau. Là, sous le bord du tapis, se trouvait une marque pâle, un anneau de tasse, estompé mais distinct. Il y avait 5 tasses, dit-elle doucement. Pas 4. Le visage de Cray se crispa. Alors quelqu'un a menti. Exactement. Cet après-midi-là, ils fouillèrent la maison de fond en comble. Dans l'arrière-cuisine, derrière le bac à charbon vide, ils découvrirent une petite sacoche en tissu. À l'intérieur se trouvaient 2 objets, une fiole étiquetée « teinture de laudanum » et un mouchoir taché brodé des initiales « EAW ». Agnès Rennes. Mais Agnès était sous étroite surveillance, se remettant de l'attentat. Sa signature restait instable, sa démarche fragile. Malgré tout, Cray ordonna qu'on la fasse venir, et en fin d'après-midi, elle était de nouveau assise dans le bureau, le visage pâle, les mains jointes. « Je ne l'ai pas tuée », dit-elle immédiatement. « Evelyne était mon amie. Elle était également la seule personne à connaître le contenu du registre », a déclaré Cray. Miss Marple s'assit à côté d'elle. « Agnès, quelqu'un a utilisé ton mouchoir pour envelopper du laudanum. On l'a retrouvé chez toi. » La voix d'Agnès se brisa. Cette fiole n'était pas à moi. Je le jure. « Alors, à qui était-ce » demanda doucement Miss Marple. « Réfléchis. » Agnès cligna rapidement des yeux. Il y avait quelqu'un. Après le départ du révérend Prowse, il a dit qu'Harold l'avait envoyé chercher quelque chose à la cave. Je ne l'ai pas reconnu. Manteau gris, grand. Il avait l'air ordinaire. Je ne l'ai pas interrogé. Miss Marple et Cray échangèrent un regard. « Hale » marmonna Cray. « Il était censé être en garde à vue » dit Miss Marple. « Mais s'il ne l'était pas… » « Non » répondit Cray. « Il est toujours détenu. J'ai reçu un rapport ce matin. » Miss Marple se tourna vers Agnès. « Alors qui d'autre aurait pu porter un manteau gris ?» Agnès hésita. « Je ne sais pas. Mais… » Il y avait autre chose. « Oui, la tasse de thé, » murmura-t-elle. « Je l'ai posée sur le plateau. Je me souviens, j'en ai versé une tasse pour Evelyne, mais elle ne l'a jamais bu. Elle l'a posée sur le bord du buffet. Puis elle s'est détournée. Elle était en colère. Elle disait que quelqu'un avait trahi Harold, même maintenant. Elle a dit qui ? Agnès secoua la tête. Seulement qu'il y avait quelqu'un dans la pièce. Miss Marple se pencha en avant. Agnès, écoute-moi. Evelyne n'a jamais bu ce thé. C'est important. Parce qu'elle est morte quelques heures plus tard, et la tasse était à côté de sa main, mais intacte. Ça veut dire que quelqu'un, je l'ai portée au jardin. Quelqu'un a voulu nous faire croire qu'elle l'avait bu et était morte ici. Mais ce n'était pas le cas. Elle a été assassinée ailleurs, puis mise en scène. Mais pourquoi ? La voix de Miss Marple était basse. Parce que le vrai tueur avait besoin de temps. Et le seul moyen d'y parvenir était de nous faire croire que la mort d'Evelyne était survenue bien avant. Cray parlait à voix basse. C'est pour ça qu'on n'a pas touché à la tasse. Ce soir-là, Miss Marple rentra chez elle et s'assit, avec son carnet, désormais chargé d'indices. Les noms tournaient sans cesse. Harold, Copley, Prowse, Hale, Evelyne, Agnès. Mais un nom écrit une seule fois se tenait seul dans un coin de la page. Colin, elle l'a regardé fixement. Puis elle a écrit ci-dessous « Il ne voulait pas d'héritage. Il ne voulait pas de scandale. Mais il était toujours là. » Il y avait une dernière conversation qu'elle devait avoir. Colin Wren arriva 1 heure plus tard, trempé par la bruine, le visage indéchiffrable. Miss Marple servit le thé, intact. « Evelyne est morte », dit-elle simplement. Le visage de Colin se raidit. « J'ai entendu. »« Elle vous faisait confiance, » dit Miss Marple. « Elle espérait que vous protégeriez la vérité. » Colin baissa les yeux. « Je ne l'ai pas tué. »« Mais tu savais qu'il avait fait. » Silence. Alors, elle m'a parlé du testament, du grand livre, de ce qu'Harold avait fait. Je lui ai dit d'attendre, qu'on pourrait régler ça discrètement. Elle n'a rien voulu entendre. « Où l'as-tu vue pour la dernière fois ?»« À la chapelle, » murmura-t-il. Elle a dit qu'elle allait affronter quelqu'un. « OMS ?» Je ne l'ai jamais su. Miss Marple le regarda droit dans les yeux. « Tu l'as suivie. Tu l'as regardée partir. Et quand elle a rencontré quelqu'un, tu n'as rien fait. Encore une fois. » Colin ne répondit pas. Miss Marple se leva. « Tu avais peur, comme les autres. Et maintenant, elle est morte.
Mais la vérité, elle, ne l'est pas. Elle lui a remis une lettre. C'était la dernière note d'Evelyn, à moitié écrite, jamais envoyée. Si je ne survis pas à ça, dis-le à Jane. L'homme qui m'a offert le thé n'était pas un inconnu. C'était celui qui disait toujours vouloir la paix, pas la justice. Miss Marple s'approche de la fenêtre. Dans le jardin au-delà, le romarin s'agitait dans le vent. Et pour la première fois, Colin ne dit rien du tout. Chapitre 11. Les funérailles qui sont arrivées trop tôt. Le cercueil était déjà en terre lorsque Miss Marple arriva. Au cimetière. Et les personnes en deuil avaient en commencé à se disperser comme des feuilles emportées par le vent. L'air sentait la terre humide et l'herbe écrasée, le parfum lourd des lys s'accrochant au manteau noir et aux voiles de dentelle des rares rescapés. La pluie menaçait à nouveau d'en haut, son rideau gris retombant bas sur le cimetière. Mais Miss Marple se tenait immobile près de la tombe, les yeux fixés non pas sur la terre fraîchement retournée, mais sur le nom gravé sur la plaque de bois provisoire à sa tête, Evelyn Carter. C'était une erreur, non seulement l'enterrement, mais aussi sa manière, trop rapide, trop discret. Pas de famille, pas de cérémonie. Agnès Wren était trop malade pour y assister, le vicaire ayant été remplacé par un remplaçant envoyé par Crowthorne. Même l'inspecteur Crane avait été informé qu'après le début de l'enterrement. Quelqu'un avait arrangé tout cela trop hâtivement. Comme pour effacer Evelyn avant que le village ne puisse poser d'autres questions. Miss Marple ajusta le fermoir de son sac à main et se retourna lentement, scrutant les silhouettes qui s'éloignaient vers le portail. Colin Wren marchait à côté du révérend Hill, la tête baissée, le pas lourd. Les deux hommes n'échangèrent aucun mot, mais, arrivé sur le chemin de gravier, Colin s'arrêta et se retourna, une seule fois, pour jeter un coup d'œil à la tombe. Il y avait quelque chose dans son expression, quelque chose qui ne ressemblait pas au chagrin. Miss Marple attendit que le cimetière soit entièrement vide. Alors seulement, elle s'approcha du bord de la tombe et se pencha doucement, effleurant le bord de la planche provisoire de la pierre tombale. Elle retira quelque chose coincé entre la pierre et le sol. Un petit morceau de papier plié, légèrement taché d'humidité. Elle l'ouvrit avec précaution. L'écriture était sans aucun doute celle d'Evelyn. « S'il m'arrive quelque chose, regarde sous la tasse. Pas celle que tu as trouvée, l'autre. Celle que j'ai laissée intacte. » Les lèvres de Miss Marple se pincèrent. Elle plia le mot et le glissa dans son sac à main. Elle avait vu 2 tasses à thé ce jour-là dans le bureau d'Harold Wren, l'une près du corps d'Evelyn, parfaitement placée dans le jardin, et l'autre, à peine visible dans le plateau couvert de poussière, intacte, au bord de la cheminée. Oubliée, ou peut-être cachée à la vue de tous. Elle se dirigea directement vers la maison Wren, arrivant juste au moment où le soleil peinait à percer les nuages. La gouvernante, accablée par les événements de la matinée, n'opposa guère de résistance lorsque Miss Marple demanda quelques minutes dans le bureau, par sentimentalité. La pièce était restée presque telle qu'elle. Le plateau à thé était toujours posé sur la console près de l'âtre. Elle s'en approcha, les doigts planant au-dessus de la dernière tasse, celle à moitié ombragée derrière le sucrier. Elle la souleva avec précaution. Rien en dessous, mais lorsqu'elle inclina la soucoupe, une fine feuille de papier à lettres glissa. Le papier était plié serré, maintenu par une épingle, et cassant à force d'âge. Elle le déplia lentement. Ce n'était pas l'écriture d'Evelyn cette fois, mais celle d'Harold Wren. Un bref mot, un testament, manuscrit, sans témoin, daté de 4 jours avant sa mort. En cas de décès, je lègue ma succession à Evelyn Carter pour ses années de loyauté, et elle sera administrée par Colin Wren, à condition qu'il consente à la divulgation complète de mes transactions commerciales et à la restitution de tout bien en litige. Miss Marple relut 2 fois la dernière ligne, puis elle plia le document et le remit dans son sac. Elle en avait assez maintenant. Assez pour savoir qu'Evelyn avait été bien plus proche de la vérité qu'on ne le pensait, et assez pour savoir que quelqu'un, peut-être même Colin, avait toutes les raisons de la réduire au silence, une fois la vérité sur le point d'être révélée. Elle le retrouva plus tard dans l'après-midi, debout près de la fontaine dans la cour de l'église, en train de fumer. La pluie s'était enfin remise à tomber, une fine brume trempant les murs de pierre et le col sombre de son manteau. « Vous n'avez pas été surpris par les funérailles, » dit Miss Marple. Il n'a pas répondu. « Tu savais que c'était arrangé en secret. »
Et tu n'as rien dit. Je ne voulais pas empirer les choses, murmura-t-il. C'était déjà assez. Elle vous faisait confiance, dit doucement Miss Marple. Elle vous a laissé sa dernière volonté. Colin se retourna brusquement. Elle a eu tort de me faire confiance. Alors dis-moi pourquoi, dit Miss Marple sans méchanceté. Il tira une longue bouffée de cigarette et fixa les pierres noircies par la pluie sous ses pieds. Elle m'a dit qu'Harold comptait tout arranger. Lui donner le domaine, pas à moi. Elle n'en voulait pas. Elle a dit qu'elle le donnerait à la paroisse ou au village, à quelque chose de significatif. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas faire ça, que le scandale nous enterrerait tous. Et puis elle a disparu. Tu ne l'as pas tuée, dit Miss Marple, mais tu l'as laissée partir seule. Colin ne l'a pas nié. Elle a laissé un mot, dit Miss Marple, caché sous une tasse de thé. Elle savait que quelqu'un venait la chercher. Elle ignorait juste qui. Elle pensait que c'était Hale. Miss Marple hocha la tête. Moi aussi. Mais Hale était en garde à vue. Copley était déjà mort. Le révérend Prowse avait avoué. Il ne restait plus qu'une seule personne, avec à la fois un mobile et une opportunité. Il la regarda dans les yeux. « Tu crois que c'est moi ? Je pense que vous vouliez absolument éviter un autre scandale. Je pense que vous avez suivi Evelyn à sa réunion ce soir-là. Peut-être pour la protéger, peut-être pour l'arrêter. Mais je pense que quelqu'un d'autre l'a rencontrée avant. » Le visage de Colin se crispa. « Qui ?» Miss Marple fouilla dans son sac à main et en sortit le testament définitif d'Harold caché sous la soucoupe. Ce document donnait à Evelyn le droit légal d'hériter de l'ensemble de la succession, mais il lui donnait aussi, toi, l'obligation de révéler tous les secrets qu'Harold a enterrés. Elle ne m'a jamais montré ça. Non, parce qu'elle ne te faisait pas confiance. Elle me faisait confiance. Il recula légèrement, comme si la pluie était soudainement devenue plus forte. Elle l'a caché, car elle savait qu'il pouvait disparaître. Entre de mauvaises mains. Mais elle ignorait que quelqu'un d'autre soupçonnait déjà ce qu'elle avait en sa possession. Colin la fixa. « Qui ?» Miss Marple pencha la tête. « Elsie. » Le silence qui suivit n'était pas celui d'un choc, mais plutôt celui qui se resserre autour de la vérité lorsqu'elle commence à émerger. « La femme de chambre, » dit-il lentement. Evelyn m'a dit qu'elle avait remarqué Elsie s'attarder dans le bureau après le départ des invités, qu'elle avait entendu du mouvement à l'étage la nuit de la mort de Copley, que quelqu'un avait essayé de récupérer quelque chose dans le tiroir verrouillé d'Harold sans succès. Elle ne le ferait pas. La voix de Miss Marple était douce, mais assurée. Elsie n'est pas la simple bonne que tout le monde croit. Elle a travaillé pour Harold pendant 7 ans, et elle avait accès à toutes les pièces de la maison, même celles qui verrouillaient. Plus important encore, elle avait de l'ambition. J'ai vu les lettres qu'elle conservait. Des annonces de cabinets londoniens, des formulaires de demande d'apprentissage de Claire. Aucune signature, toutes jetées. Elle en voulait plus, et Evelyn lui barrait la route. Colin n'a rien dit. Elle ne voulait pas tuer Evelyn, dit Miss Marple. Je soupçonne qu'elle voulait lui faire peur, de la même manière que le révérend Prowse a essayé d'effrayer Agnès. Un peu de laudanum, un accident mis en scène. Mais Evelyn n'a pas bu le thé, et comme ça n'a pas marché, elle a paniqué. Elle a attiré Evelyn dans le jardin, peut-être sous prétexte de secret et... Je l'ai enterrée. La voix de Colin était à peine audible. Miss Marple hocha la tête. Les funérailles n'étaient pas prévues pour Evelyn. Pas encore. Mais quelqu'un voulait quand même qu'elle soit enterrée. Symboliquement, définitivement. Et quelqu'un d'autre a fait en sorte que le vrai enterrement arrive trop tôt. Le lendemain matin, sur ordre de l'inspecteur Cray, Elsie fut arrêtée alors qu'elle tentait de monter dans le train reliant Little Plumstead à Londres. Dans son sac se trouvaient de fausses références, un manteau neuf et une lettre de démission à moitié terminée. Elle ne nia rien. Se contenta de dire qu'Evelyn n'avait aucun droit de décider du sort d'une maison qui n'était pas la sienne. Elle pleura, mais ses larmes étaient de rage, non de remords. Colin Wren quitta le village le lendemain. Personne ne le salua. Agnès Wren, désormais seule avec les restes du scandale de son mari et le squelette, d'une fortune liée à des problèmes juridiques, s'installa dans un petit cottage à l'extérieur de Crowthorne, où le nouveau curé du presbytère venait une fois par mois pour prendre le thé et écouter des hymnes.
et Miss Marple se remit à tricoter. Tranquillement, patiemment. Comme toujours. Mais le village s'en souvenait. Les funérailles, arrivées trop tôt, avaient révélé plus qu'un décès. Elles avaient exhumé les motivations enterrées avec Harold Wren et les conséquences d'un silence gardé trop et longtemps. Alors qu'elle était assise à sa fenêtre, le dernier indice pressé entre les pages de son livre, un brin de romarin pressé, légèrement taché de poussière de tasse à thé, Miss Marple s'autorisa une dernière pensée. Tous les poisons ne sont pas destinés à tuer. Certains visent simplement à maintenir la vérité endormie. Chapitre 12, le visage derrière le deuxième endeuillé. La pluie revint le matin de l'enquête. D'abord douce, puis plus forte, comme si le ciel lui-même avait attendu le dernier acte de cette sinistre petite tragédie villageoise. Le chemin menant à la salle paroissiale était bordé de parapluies et de murmures spéculatifs. Mais à l'intérieur de la salle lambrissée, l'air était chargé d'une silencieuse anticipation. Plus aucun secret ne pouvait être enfoui, ni sous les haies, ni sous les voûtes de l'église, ni derrière des prières murmurées. Et pourtant, alors même que le coroner s'apprêtait à parler, les pensées de Miss Marple n'étaient pas fixées sur le verdict. Elles étaient avec l'homme assis au fond, au deuxième rang, chapeau baissé, les yeux voilés. Le visage à demi tourné, immobile, observateur, trop silencieux, trop ordinaire. Elle avait déjà vu ce visage auparavant. Il n'y a pas longtemps, lors de l'organisation des funérailles d'Harold Wren, elle se souvint d'un détail curieux, non pas concernant le cercueil ou le cortège, mais concernant les personnes en deuil. Il y avait 2 rangées d'invités le long de l'allée de gravier. La première était occupée par la famille et les officiels. La seconde par des inconnus discrets. Miss Marple, toujours attentive, avait remarqué un homme de grande taille au 2e rang. Il était vêtu de gris. Il était resté silencieux et avait quitté la cérémonie plus tôt que prévu. Elle s'était dit que c'était Hale, George Hale, le fantôme des faux testaments et des documents disparus. Mais Hale était déjà en détention à ce moment-là. Alors qui était-ce? Alors que l'enquête s'ouvrait et que les noms des morts étaient lus à voix haute, Harold Wren, Victor Copley, Evelyn Carter, Miss Marple tourna légèrement la tête et son regard le retrouva. Même manteau, même immobilité. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement l'absence de chagrin. C'était sa façon de savoir quand les noms seraient prononcés avant qu'ils ne soient prononcés. Sa façon de serrer fermement une main gantée contre la poche de son manteau. Elle s'excusa avant le début des cérémonies, quitta discrètement la salle et sortit dans le couloir. Le secrétaire de la paroisse était assis à une table d'appoint, triant les cartes de visite et rédigeant les attributions de place. Miss Marple se pencha vers moi avec sa courtoisie habituelle. « Ce monsieur au 2e rang, en gris, dit-elle. A-t-il donné son nom ?» Le vendeur plissa les yeux et examina la carte. « Hawthorne, monsieur Lionel Hawthorne. Il a dit être un ancien client de monsieur Wren, de Norwich. » Miss Marple sourit. « A-t-il aussi signé le registre des invités aux funérailles ?»« Je crois que oui. Dois-je vérifier ?»« S'il te plaît. » 5 minutes plus tard, le commis revint avec le mince carnet vert. Miss Marple le prit d'une main délicate et ouvrit la page en question. Là, juste au-dessus de l'endroit où Colin Wren avait signé, se trouvait un gribouillage oblique familier, L. Hawthorne. Mais ce n'était pas l'écriture qui la troublait, mais l'encre. Toutes les signatures sur la page étaient bleues, sauf celle-ci. Celle de Hawthorne était noire, sombre, fraîche. Ajoutée plus tard. Elle remercia le greffier et retourna lentement dans le hall. L'enquête avait commencé, mais elle ne s'assit pas. Elle remonta discrètement l'allée latérale, jusqu'au fond de la salle, et prit position pour observer de plus près le 2e endeuillé. L'homme resta immobile, attentif, mais son regard se porta 2 fois vers la porte, une fois à l'entrée de Cray et une autre fois à l'évocation de la mort d'Evelyn. Pas de panique, juste un calcul. Miss Marple se pencha et chuchota à l'agent assis près d'elle. « Veuillez informer l'inspecteur Cray que je pense que l'homme en gris pourrait tenter de partir avant la fin de la procédure. » Le gendarme hocha la tête. 2 minutes plus tard, Cray leva les yeux de son siège. Son regard croisa celui de Miss Marple. Elle hocha la tête. Cray se retourna lentement, puis fit un geste vers 2 officiers en civil près de la sortie. L'homme en gris ne bougea pas. Pas encore.
Mais lorsque le médecin légiste prit la parole et décrivit les traces de laudanum trouvées dans le sang d'Evelyn, trop faibles pour être mortelles, mais suffisantes pour altérer ses fonctions, Miss Marple vit la main de l'homme tressaillir. Et lorsque le coroner conclut à sa mort, suspect dans des circonstances incertaines, il s'est levé, doucement, délibérément. Cray le rejoignit à mi-chemin. « C'est Monsieur Hawthorne, n'est-ce pas ?» L'homme marqua une pause. « Oui ? Asseyez-vous. Nous avons quelques questions. » Miss Marple s'approcha d'eux. Sa voix était calme. « Pardonnez-moi, monsieur, mais je crois que vous avez déjà prononcé ce nom. » Il se tourna lentement vers elle. « Je ne crois pas qu'on se soit déjà rencontrés. »« Non, dit-elle, mais je t'ai vu, aux 2 enterrements, celui d'Harold Wren et celui d'Evelyn Carter, dans le même manteau, au même siège. » Il esquissa un sourire, mince et vague. « Peut-être suis-je simplement un pleureur dévoué. Ou peut-être que vous n'êtes pas du tout Lionel Hawthorne. » Il y eut un instant, puis il se tourna vers Cray. « Est-ce une arrestation ?»« Juste une conversation, » dit Cray d'un ton calme. « Viens. » Ils l'escortèrent hors de la pièce. Miss Marple le suivit. L'interrogatoire se déroula dans la sacristie, derrière le bureau paroissial, un lieu où des siècles de prières avaient été murmurés à travers les murs, abritant désormais une confession bien différente. « Je crois que votre vrai nom, » dit doucement Miss Marple, « est Frédéric. Allen, ancien commis de Victor Copley, licencié pour mauvaise conduite. Vous avez utilisé le nom Hawthorne une fois à Londres, une fois de plus ici. Vous avez falsifié une carte de visite, une liste de décès, et vous êtes fait passer pour le remplaçant de Hale bien après sa disparition. Et maintenant, vous êtes de retour. » Allen serra les dents. « Tu ne peux rien prouver. »« C'est toi qui as apporté la tasse, » dit Miss Marple. « Pas Elsie. Tu lui as dit qu'elle avait déjà été versée. Tu l'as donnée à Evelyn dans le bureau la nuit de sa mort. Elle ne l'a pas bu, mais elle l'a emportée dehors, et vous l'avez suivie. Et lorsqu'elle a menacé de révéler le véritable testament d'Harold, celui qu'il a désigné comme unique héritière, vous l'avez tuée. Pas avec du poison, pas avec une arme, mais en la poussant au sol et en mettant en scène la scène. Vous l'avez enterrée dans le jardin, et quand quelqu'un l'a retrouvée trop tôt, vous avez organisé des funérailles avant que l'enquête ne puisse établir la vérité. » Allen se pencha en avant. « Tu es fou ?»« Non, dit Miss Marple. Vous êtes intelligente, mais pas assez, parce que vous n'avez pas tenu compte de l'autre tasse de thé, celle qu'Evelyn a laissée derrière elle, celle qu'elle n'a passé là qu'elle a caché le véritable testament d'Harold. Et maintenant, il est entre les mains de l'inspecteur Cray. » Cray s'avança avec le document. « Nous avons comparé la signature à l'écriture connue de Wren. Elle est authentique, et elle désigne Evelyn Carter comme héritière. Mais vous le saviez déjà. » Allen se leva brusquement. « Tu n'as aucune preuve que j'ai jamais été dans la maison. » Miss Marple sourit. « Oh, mais nous, oui. » La photo qu'Evelyn a prise des invités aux funérailles. Un dernier rouleau qu'elle a laissé non développé dans son bureau. Elle avait toujours un appareil photo sur elle. Et sur l'une des images, on vous voit. Debout derrière la chaise du 2e endeuillé, observant, souriant, le visage derrière le 2e endeuillé. Et maintenant, le visage d'un tueur. Cray fit un signe de tête aux agents. Ils emmenèrent Allen, résistant, criant des dénégations. Mais c'était fini. Dehors, la pluie avait cessé. Le soleil avait enfin percé les nuages, projetant une pâle lumière dorée sur les tombes du cimetière. Miss Marple se tenait tranquillement à côté de la pierre tombale d'Evelyn, à nouveau seule. La justice, enfin, avait surgi de la poussière. Mais comme toujours, elle arrivait trop tard pour les innocents, et juste à temps pour la vérité.